tu débarques dans ce monde au cœur de l'hiver, forcément. Le feu crépite à peine, la sage-femme est bourrée à l'hydromel, et la grande maison pue la fumée, la fourrure mouillée et le chou bouilli. Ta mère est allongée sur une pile de couvertures en laine qui n'ont pas été lavées depuis les dernières récoltes, agrippant une cuillère en bois comme si c'était une arme, ce qui, soyons honnêtes, arrive souvent. Tu ne pleures pas, tu rugis. La sage-femme sursaute, ton père, qui a vu 3 raids et un troll, ou du moins, c'est ce qu'il raconte, te regarde et marmonne, elle va nous causer des problèmes, celle-là. Tout le village hoche la tête, comme si c'était un diagnostic. T'es une fille, ce qui veut dire que ta vie est déjà un pari risqué. Soit tu meurs jeune, soit tu te maries, soit, si t'as de la chance et que t'es assez flippante, tu zappes tout ça et tu gagnes le titre dont la plupart des filles entendent parler dans les sagas, Skialme, guerrière. Ton berceau, c'est une auge à chèvre recyclée. Tu la partages avec un bout de laine, une chouette sculptée et peut-être une araignée nommée Hilda qui refuse de déménager. Pas de berceuse, juste des hommes qui ronflent bruyamment et quelqu'un qui aiguise une hache dans un coin toutes les quelques minutes. Un chien passe de temps en temps et te lèche le front. C'est la version viking du babyphone. Ta famille, c'est 2 frères qui sentent déjà la guerre, une grand-mère qui parle aux fantômes et une tante qui a été mariée 3 fois à des hommes morts mystérieusement pendant des accidents d'entraînement. T'es la 4e fille née cette année, et la seule qui n'est pas arrivée en hurlant. T'es arrivée en fulminant. Ton nom est choisi en fonction de 2 critères, le volume sonore que t'as produit et quel ancêtre n'a pas eu de bébé à son nom depuis un moment. Tu te retrouves avec un truc du genre Frégu ou Brynhild, ce qui se traduit à peu près par « que les dieux aient pitié de quiconque l'insulte ». Tu survis à ta première nuit, ce qui est déjà pas mal. Le feu te tient chaud, le lait est frais, l'époux arrive en temps et en heure. À la fin de la semaine, le village t'appelle déjà la bruyante. Quelqu'un te sculpte une dague en bois pour faire tes dents. Tu ne la mâchouilles pas, tu t'entraînes à la prise en main. T'as 2 ans, t'es en pleine poussée dentaire et dangereusement mobile. Le monde est ton champ de bataille, et ta première arme, c'est un os de mouton. L'enfance viking, c'est pas de la gnognotte. Pas de peluche, pas de tétine, pas de barrière de sécurité. Tu récupères tout ce qui n'a pas fini dans la marmite. Ton jouet préféré, c'est un cheval en bois sculpté avec une patte cassée et des marques de dents de 3 cousins. T'as aussi une balle faite avec une vessie de porc et un bâton que tu utilises comme baguette magique, épée et outil disciplinaire sur tout ce qui est plus petit que toi. Ton terrain de jeu, c'est la boue devant la grande maison, que tu partages avec le bétail et tes futurs traumatismes. Le concept de sécurité enfantine n'existe pas. Tout est tranchant, inflammable ou comestible, et parfois les 3 à la fois. Un jour, t'as avalé un hameçon. Le village a applaudi quand il est ressorti. Les jeux sont simples et brutaux. Attrape la poule se termine en griffure, qui peut lancer la pierre le plus loin se termine en bleu, piller la réserve de bois du voisin se termine en tension sociale. Ton jeu préféré, c'est l'embuscade à ton cousin, jusqu'à ce que quelqu'un pleure et qu'un ancien crie, par la barbe de Thor, pas encore. Tu apprends vite les règles sociales. Partage la nourriture, mais seulement après l'avoir léchée. Ne touche jamais le peigne de quelqu'un et donne toujours la première bouchée au chien du chef, sinon il la prendra de toute façon, avec un bout de ta main. L'éducation formelle? Bof. T'apprends ce que tu vois. Tu vois ta mère moudre du grain et rapiécer des vêtements. Tu vois ton père nettoyer des armes et se disputer sur les impôts payés en poissons. Tu vois tes aînés se battre avec des bâtons et essayer de s'impressionner en soulevant des chèvres. Tu essaies aussi, ça se termine mal. À 4 ans, tu sais allumer un feu, dépecer un lapin et reconnaître quand les adultes mentent. T'as un don pour la discrétion et le vol de gâteaux au miel. Tu te fais régulièrement attraper, ça forge le caractère. Certains enfants sont calmes et obéissants. Pas toi. T'as de la terre dans les cheveux, du sang sur ta tunique et de la fierté dans ta petite poitrine. Ta grand-mère te caresse la tête et dit, elle a le regard de quelqu'un qui va terroriser les hommes plus tard. Tu ne comprends pas encore, mais t'aimes bien ce que ça donne. T'as 5 ans et t'as appris 2 choses importantes, le feu, c'est la vie, et tout le reste est bruyant et glacial. Ton éducation commence tôt, pas dans une salle de classe, mais dans la réalité froide et dure de la vie du village. Oublie les tableaux noirs et les cercles de lecture. Ta première leçon, c'est de ne pas tomber dans le fjord. La deuxième, c'est si ça fume, tu ne touches pas. Tu rates les 2. Le concept d'école n'existe pas. À la place, t'es éduqué selon le programme nordique classique, observation,
répétition et se faire engueuler par des adultes épuisés qui tiennent des outils tranchants. Les maths? C'est compter les moutons et les cuillères. Si t'en perds un, t'as une leçon pratique sur les conséquences. La lecture? On te montre des runes gravées dans la pierre et on te dit que ça veut dire mort. Tu acquiesces et tu mémorises. Le vocabulaire grandit vite quand la moitié des mots veulent dire frappe, saigne ou court. Ta mère t'apprend à moudre le grain sans perdre de doigts, ton père, à tenir une lame sans avoir l'air de vouloir pleurer, ton oncle, à vider un poisson, et ta tante, à vider un homme, en théorie. Personne n'utilise de langage enfantin. Les adultes parlent normalement, même quand tu ne comprends pas la moitié de ce qu'ils racontent. T'apprends vite, sinon t'es largué, physiquement et socialement. Il y a des chansons, oui, mais la plupart parlent de vendetta ou de mourir glorieusement au combat. Tu les fredonnes en faisant tes corvées. Ta berceuse, c'est une saga sur un guerrier dont on arrache les côtes par le dos. C'est bizarrement apaisant. À 6 ans, tu sais aiguiser une lame, faire un nœud et dire quand les chèvres sentent l'orage arriver. Tu sais aussi mentir avec assurance, voler des bails en plus et lancer une pierre avec une précision tactique. On ne t'élève pas, on te forge comme une épée dans le feu, par des gens qui n'ont pas souri depuis le dernier solstice. Et pourtant, il y a de la fierté quand tu réussis quelque chose. Personne n'applaudit, ils se contentent de grogner, d'acquiescer et de te laisser recommencer, cette fois avec un peu moins de surveillance. T'es pas un enfant au sens moderne du terme. T'es juste un adulte très petit avec moins de responsabilités et un peu plus de morve. La puberté arrive comme un mauvais présage, sans prévenir, de manière incommode et complètement indifférente à tes sentiments. Tu te réveilles un matin un peu plus grande, un peu plus puante et remplie d'une rage que tu ne peux pas expliquer. Ta voix ne change pas, mais tes insultes portent plus. Ton visage décide de produire plus d'huile qu'une lanterne, et ta sueur pourrait assommer un sanglier à 20 mètres. Bienvenue dans l'adolescence viking. Maintenant, tu saignes tous les mois. Personne ne te donne de brochure ni ne te fait la causette. Ta mère te tend un bout de laine et te dit « débrouille-toi ». Tu le fais, parce que t'as pas le choix et qu'elle est déjà retournée dépecer un lapin. Ton corps change, mais tes corvées, non. Tu continues à porter de l'eau, à couper du bois, à nettoyer du poisson et à te battre avec des chèvres qui te détestent personnellement. Sauf que maintenant, t'as mal au dos et une envie mystérieuse de poignarder des trucs. Tout le monde dit que c'est normal. Ton entraînement s'intensifie. Tu ne te bats plus avec des bâtons en bois, tu utilises de vraies lames, émoussées au début, pas parce qu'ils ne veulent pas que tu te blesses, mais parce qu'ils ne veulent pas te remplacer tout de suite. On t'encourage à frapper plus fort, à bouger plus vite et à ne jamais pleurer, sauf en cas de perte de sang ou de joie. T'es censé te battre contre les garçons à armes égales, et quand tu les bats, on te dit de ne pas te vanter. Tu le fais quand même, discrètement, aux chèvres. Socialement, c'est plus bizarre. Certaines filles commencent à se tresser les cheveux avec soin et à draguer les garçons. Toi, tu te tresses les cheveux pour pas qu'ils te gênent pendant les exercices de combat. Quand les garçons te draguent, tu leur demandes s'ils veulent se battre. La plupart reculent lentement. Quelques-uns essaient, encore moins essaient 2 fois. Tes soirées se passent à nettoyer des armes, à manger de la soupe et à essayer de ne pas trop penser à ton avenir. Tu ne rêves pas de mariage ni de tunique en soi. Tu rêves de te tenir dans un mur de boucliers, épaule contre épaule avec des guerriers qui ne te demandent pas si t'es sûre d'être assez forte. T'as pas encore gagné ta place, mais t'en es proche. Et quand tu croises ton reflet dans le bouclier du forgeron, les yeux féroces, les cheveux en bataille, les bras couverts de bleu, tu ne vois plus une fille, tu vois une menace. T'as 12 ans, ce qui, en année viking, veut dire que t'es presque une adulte et juste assez vieille pour gâcher ta propre vie avec de l'acier. Pour ton anniversaire, ton père te donne un cadeau. C'est long, enveloppé dans du tissu, lourd et froid. Tu le déballes avec soin, t'attendant à un balai ou peut-être à un pain sec. À la place, c'est une hache. Une lame en fer, une poignée en cuir et assez tranchante pour fendre des bûches, des os ou des égaux. Tu lui donnes un nom tout de suite, pas par sentimentalisme, mais parce que t'as l'impression que tu la craindras un peu moins si tu la traites comme une amie. Tu choisis un truc bien flippant, genre brise-loup ou mitaine. Tu sors pour l'essayer. Ton premier coup rate complètement la cible et manque de démolir la clôture. Ton deuxième coup te tape sur le pied. Tu ne pleures pas, tu restes assise là, à saigner tranquillement, te demandant si ça compte comme un rite de passage ou juste une mauvaise idée avec un bord métallique. Ton oncle te bande l'orteil et te dit que c'est comme ça qu'on apprend. Puis il rit et t'offre une oreille de porc.
Tu refuses avec dignité. Les semaines suivantes sont faites d'essais et d'erreurs, surtout d'erreurs. Tu t'entraînes sur des bûches, des mannequins de paille et, de temps en temps, le poteau d'entraînement, qui penche maintenant légèrement à cause de tous les coups mal ajustés. Ta technique s'améliore, ta confiance grandit, ton pied pulse toujours. Tu apprends à huiler le manche, à aiguiser la lame et à frapper sans te tordre le dos comme un vieux soulard qui essaie de danser. Tu t'entraînes jusqu'à avoir des ampoules aux mains, puis tu t'entraînes encore jusqu'à ce que les ampoules se transforment en callosité. Parfois, tu t'entraînes seul, parfois avec ton cousin, qui a 2 ans de plus et insiste pour faire des pirouettes avant chaque coup, comme s'il se produisait pour des dieux qui ne regardent certainement pas. Un jour, tu bloques un coup, tu contre-attaques et tu portes un coup net aux côtes de ton adversaire. Il lâche son arme et dit un truc à propos de voir des étoiles. Tu ne te réjouis pas trop. Ce soir-là, tu poses ta hache à côté de ton lit, pas pour la décoration, pas par tradition, mais juste au cas où quelqu'un entrerait par effraction et te prendrait pour autre chose qu'un problème. Tu n'apprends pas seulement à te battre, tu apprends que t'as été faite pour ça. Ça commence comme la plupart des mauvaises idées, avec quelqu'un qui ouvre la bouche. T'es à l'entraînement, tu tiens ta hache et tu t'occupes de tes affaires quand un garçon plus grand que toi, plus prétentieux que nécessaire et tout juste satisfait d'avoir gagné un combat, te regarde et dit, t'es sûr de vouloir te battre? Tu vas pas te casser un ongle? Tu ne réponds pas, pas verbalement. À la place, tu entres dans l'arène, tu fais un signe de tête à l'instructeur et tu te prépares. Le garçon sourit, il est déjà à moitié tourné vers ses amis qui l'applaudissent. L'un d'eux chuchote quelque chose qui ressemble à « vas-y doucement avec elle ». Tu ne vas pas y aller doucement. Ton premier coup est bloqué, ton deuxième effleure son épaule, ton troisième atterrit en plein milieu de sa poitrine, lui coupant le souffle avec un bruit de dinde qu'on étrangle. Il se reprend vite, balance un coup large, te rate, tu esquives, tu balais ses jambes et tu le fais tomber dans la boue comme si t'avais rêvé de ce moment toute ta vie. Il essaie de se relever, tu poses ton pied sur sa poitrine. Silence. Les garçons arrêtent d'applaudir, l'instructeur se racle la gorge, les chèvres qui regardent du bord du terrain ont l'air vaguement impressionnés. Tu enlèves ton pied, tu rejettes ta tresse en arrière comme un drapeau de bataille et tu t'en vas sans un mot. Le garçon tousse, marmonne un truc qui ressemblait peut-être à un beau combat et s'en va en boitant pour soigner son tout meurtri, et surtout son orgueil. Plus tard, un des anciens te prend à part. Tu te prépares à une réprimande. Au lieu de ça, il grogne et dit « bon jeu de jambes ». Ta mère te fait un signe de tête, ton père se contente de lever un sourcil puis t'offre une plus grosse portion de poisson séché au dîner. Dans la culture viking, c'est considéré comme une standing ovation. Le garçon ne te regarde pas pendant une semaine. Quand il le fait enfin, c'est avec le respect prudent qu'on pourrait accorder à un ours qu'on aurait accidentellement piqué avec un bâton. T'apprends quelque chose d'important ce jour-là. T'as pas besoin d'élever la voix pour te faire entendre. T'as pas besoin de sourire pour être aimé. Et t'as certainement pas besoin de t'excuser quand la sous-estimation de quelqu'un d'autre le fait atterrir dans la boue. La victoire sans la sueur, la terre et la soupe légèrement trop cuite, et tu ne l'oublieras jamais. Il n'y a pas de cérémonie, pas de rune brillante, pas de prophétie, pas d'éclairs dramatiques qui fendent le ciel. Juste un bouclier fendu, une lèvre éclatée et un vieux guerrier qui grogne, elle est prête. T'as passé les dernières années à te battre, à transpirer et à gagner chaque bleu comme une médaille. Tes matinées commencent avec des exercices, tes nuits se terminent avec des douleurs dans des muscles dont tu ignorais l'existence. Maintenant, tu peux identifier les blessures juste à la façon dont elles te font mal, entorse, douleur sourde, bleue, piqûre vive, ego, toujours meurtri d'avoir perdu contre ta grand-mère à la lutte la semaine dernière. Ta tresse est plus longue maintenant, pas pour le style, mais pour le côté pratique. Tu l'attaches avant le combat pour pas qu'elle se coince dans ton casque ou qu'elle soit attrapée par quelqu'un qui prend de mauvaises décisions. Certaines filles y tressent des perles, toi, tu y tresses des bouts de cuir et des dents, pas les tiennes probablement. L'entraînement a changé. Il ne s'agit plus tellement de savoir si tu peux manier une hache, mais plutôt de savoir si tu peux garder ta tête quand quelqu'un essaie de te l'arracher. Tu te bats avec des hommes maintenant. Personne n'y va doucement avec toi, et tu ne t'attends pas à ce qu'ils le fassent. T'as appris que l'hésitation te coûte plus cher que la douleur, elle te coûte le respect. Ton bras qui tient le bouclier est plus fort que ton bras dominant, tes doigts sont en permanence enveloppés de cuir ou de croûte. Tu ne gagnes pas tous les combats, mais tu n'arrêtes jamais de frapper. C'est ça qui gagne leur confiance. Puis, un jour, pendant une séance d'entraînement, ton bouclier se fend. Un coup net de quelqu'un qui fait le double de ta taille.
Il se craquelle au milieu, des éclats volent. Tu le jettes et tu continues à te battre à main nue, ensanglanté et juste assez en colère pour que ce soit intéressant. Tu perds le combat, mais personne n'oublie ce que t'as fait. Et c'est ce jour-là que les anciens commencent à utiliser ton nom d'un ton nouveau, pas comme une enfant à corriger, mais comme une combattante sur laquelle on peut compter. Personne ne dit que t'es une Skialme maintenant, mais ils ne jettent plus de regard en coin quand tu prends ta place dans le mur de bouclier. La tresse, le sang, les bleus, tout ça t'a été gagné. T'es pas juste devenu une Skialme, t'es devenu quelqu'un que les autres regardent quand les choses tournent mal, pour voir ce que tu vas faire. Enfin, t'arrives à monter sur un Lankip, et dans la première heure, tu regrettes profondément tous les choix qui t'ont amené là. Le pont est glissant, le vent est impoli et le banc de rame est une insulte en bois à ta colonne vertébrale. T'es serré coude à coude avec d'autres guerriers qui sentent le vieux cuir, la sueur séchée et l'optimisme mort il y a 3 jours. Il n'y a pas d'espace personnel. Tu bouges un peu et ton genou touche la hache de quelqu'un. Tu bouges encore et quelqu'un te souffle dans les cheveux. Une mouette hurle au-dessus de ta tête, comme si elle se moquait de tes choix de vie. Ramer, c'est pas glamour. C'est une punition pour tout le corps déguisé en transport. Tes mains ont des ampoules au milieu de la matinée. À midi, tes ampoules ont des ampoules. Tes paumes donnent l'impression que quelqu'un les a râpées avec une râpe à fromage. On te dit que ça veut dire que tu le fais bien. Il n'y a pas de répit, seulement ramer. Tes bras sont douloureux, tes jambes sont engourdies et ton siège est humide d'une manière qui soulève des questions existentielles. Chaque coup de rame te rapproche de la gloire et aussi probablement d'une tendinite. Les repas à bord sont sinistres, du poisson séché qui a le goût de l'intérieur d'un casque, du pain dur que tu pourrais utiliser comme arme et de l'eau qui est techniquement encore de l'eau, si t'es généreuse. Tu mâches lentement et tu envisages la mutinerie. La nuit, tu dors recroquevillé contre le bord du bateau, utilisant ton bouclier comme couverture et ta hache comme oreiller. Tu es bercé doucement par les vagues, le ronflement de l'équipage et le soupçon persistant que tout ce voyage a été planifié par quelqu'un qui déteste s'amuser. Mais malgré tout ça, la douleur, le froid, l'humidité constante, il y a autre chose aussi. Le frisson de la mer ouverte, la camaraderie de l'équipage, la fierté tranquille que oui, tu appartiens ici. T'as gagné ta place. T'es pas une passagère clandestine, t'es pas une mascotte, t'es une guerrière. Et les guerriers rament. Quand la côte apparaît au loin, une ligne sombre et inconnue sur l'horizon. Tes mains te font mal, tes épaules brûlent et ton cœur bat la chamade d'excitation. T'es épuisé, affamé, un peu malade en mer et absolument prête. Parce que le bateau n'est pas juste un véhicule, c'est un creuset, et quand tu débarqueras, tu seras forgé. La côte apparaît comme un secret que personne ne voulait partager. Un village tranquille, des toits de chaume, de la fumée qui s'échappe paisiblement des cheminées, des poulets probablement, un boulanger peut-être, et même une petite chèvre pleine d'espoir. Tu vas tout détruire. Alors que ton Lankip touche le rivage, ton estomac se noue, pas par culpabilité, mais par une panique bien réelle et très physique. C'est ça. Ton premier raid. Du vrai acier, de vrais ennemis, de vraies conséquences. Tu trébuches dans la boue et tu te poignardes accidentellement avant que quelqu'un d'autre n'ait eu la chance de le faire. Tu débarques. La plage est douce, ce qui n'aide pas. Tu manques de te tordre la cheville avant même d'atteindre le village. Des cris de guerre résonnent autour de toi, forts, primaires et surtout improvisés. Le tien ressemble à une chèvre qui tousse. C'est pas grave, t'es nouvelle. Tu charges. Ton premier adversaire n'est pas un guerrier, c'est un poulet. Il court vers toi de manière agressive, battant des ailes comme s'il avait quelque chose à prouver. Tu l'évites de justesse et tu frappes un homme qui tient une fourche. Il la lâche et s'enfuit. Tu le poursuis brièvement, puis tu te rappelles que t'es censé piller. Tu entres par effraction dans une cabane de stockage et tu trouves du fromage, beaucoup de fromage. Tu en prends. Ça ressemble à une victoire. Dehors, c'est le chaos, des cris, du feu, quelqu'un trébuche sur un seau, quelqu'un d'autre se met à chanter sans raison. Un guerrier à côté de toi hurle à Odin et tombe dans un puits. Tu commences à comprendre pourquoi les raids vikings sont à la fois craints et profondément déroutants. Finalement, la résistance s'estompe. Le village est pacifié, ce qui est une façon polie de dire brûler et voler. Ton équipage rassemble ce qui est utile, de l'argent, des outils, du bétail, un tabouret très joli. Tu reviens en boitant au bateau avec un tibia contusionné, une cuillère volée et une demi-meule de fromage. C'est pas ce que t'avais imaginé.
Pas de gloire au ralenti, pas de discours épiques, juste de l'adrénaline, du bruit et la vague réalisation que t'as peut-être hurlé pendant les 20 minutes. Mais t'es en vie. T'as tenu bon. T'as pas lâché ton arme. Et même si ta tunique pue la panique caprine et que tes oreilles bourdonnent encore, tu le sens. Ce truc dont les vieux guerriers parlent à voix basse autour du feu. Cette montée d'adrénaline, cette certitude, cette puissance. T'as pas juste survécu à ton premier raid, t'y as participé. Et la prochaine fois, tu seras meilleur. La bataille est finie. Le village est derrière toi, fumant, pillé et probablement désemparé par ce qui vient de se passer. T'es de retour sur le Lankip, affalé sur ta rame, sentant quelqu'un faire griller de l'anxiété au-dessus d'un feu fait de regrets humides. Ta tunique est déchirée, tes bottes sont boueuses. Y a une coupure sur ton épaule que t'avais pas remarquée jusqu'à ce que quelqu'un d'autre le fasse. Ça fera une belle cicatrice, disent-ils avec un sourire, comme si c'était un conseil médical utile. Tes mains sont couvertes d'ampoules, tes cuisses ont des crampes et y a une plume de poulet coincée dans ta tresse. T'es pas sûr si c'est à cause d'un combat ou du déjeuner, peut-être les deux. Le trajet du retour est plus calme. Personne ne crie, juste des gémissements, des mâchonnements et le récit sarcastique occasionnel de qui a trébuché sur quoi. Quelqu'un insiste pour dire qu'il s'est battu à lui seul contre 5 villageois armés. Tu l'as vu laisser tomber son épée dans une flaque d'eau et pleurer. Personne ne le corrige. Il a besoin de ça. La nourriture circule, du poisson séché, du pain duré, le plus sacré de tous, une gourde de bière. C'est chaud, c'est amer, ça a le goût du triomphe et de la moisissure. Tu bois quand même. T'imaginais que la victoire serait plus bruyante, mais en réalité, ça ressemble à des bleus et à une profonde satisfaction douloureuse qui se niche quelque part entre tes côtes et ta colonne vertébrale. T'as fait le truc. T'as traversé la mer, t'as tenu bon et t'es revenu avec du fromage et une histoire. À la tombée de la nuit, t'es de retour au camp. Le feu crépite, la viande grésille. Quelqu'un dort déjà, ronflant directement dans son casque. Tu t'assieds en tailleur avec tes compagnons guerriers, fixant les flammes comme si vous attendiez que les dieux disent quelque chose. Aucun dieu ne parle, mais quelqu'un te passe un ave rôti, ce qui est presque la même chose. Il y a du rire maintenant. Le genre bas et usé qui vient des gens qui ont survécu à quelque chose de stupide ensemble. Tu ris aussi, pas parce que c'était drôle, mais parce que c'est arrivé, que t'étais là et que t'es pas morte. Alors que tu t'installes pour dormir, recroquevillé avec ton bouclier et ton casque toujours cabossé, tu sais que c'est le premier de nombreux raids, le premier de nombreuses douleurs. Mais pour ce soir, tu te reposes. Tu l'as bien mérité. La saison des raids se termine avec le froid, et il en est de même pour ton bref flirt avec la gloire. Tu rentres chez toi en t'attendant à du repos, peut-être même des éloges. Ce que t'obtiens, c'est l'hiver. Un hiver viking à part entière, qui te mord le nez et détruit le moral. Le fjord est gelé, le Lankip est tiré à l'intérieur des terres et retourné comme un dragon à la retraite. Tu ranges ton armure, sachant très bien que ta pause, c'est juste de la survie en mode difficile. Les corvées doublent, la lumière du jour disparaît, ta motivation suit le mouvement. Tu coupes du bois de chauffage jusqu'à ce que tes doigts s'engourdissent, tu traînes des seaux d'eau gelée d'un ruisseau glacé qui te fixe comme s'il voulait ta mort. Les chèvres, qui te détestent au niveau spirituel, comptent maintenant sur toi pour la chaleur et le foin. Tu les aimes pas, mais tu respectes leur entêtement. Elles te rendent l'appareil en hurlant à 3 heures du matin. La situation alimentaire se détériore immédiatement. La viande fraîche devient un lointain souvenir. Maintenant, tu vis de poissons fumés, de poissons séchés et de poissons marinés dans un truc qui pourrait aussi être du vinaigre de nettoyage. Pour varier, il y a de la purée de navets. Ça n'aide pas. Tu manges en silence, emmitouflé dans toutes les couches que tu possèdes. Tu senses la laine, la fourrure humide et le regret. Tes cheveux n'ont pas été complètement secs depuis des semaines, tes orteils ressemblent à des étrangers, ton bouclier prend la poussière. Tu le polis quand même, surtout pour te rappeler à quoi ressemblait le bonheur. Ta famille est là en permanence, trop constamment. La grande maison est bondée, enfumée et remplie de disputes sur qui n'arrête pas de déplacer le bois de chauffage et pourquoi la soupe sans les chaussettes. Tu t'entraînes dehors dans la neige juste pour t'éloigner, même si tes doigts gèlent au contact de la poignée de l'épée. Et pourtant, quelque chose change. Tu deviens plus forte. Tu deviens plus froide, émotionnellement et physiquement. Tu commences à apprécier le silence. Tu ne remarques plus l'odeur de tout ce qui est mariné.
tu endures. Un matin, la neige commence à fondre. T'entends le premier chant d'oiseau depuis des mois. Un petit son strident qui ressemble à l'espoir et à une possible migraine. Tu marches jusqu'au fjord. La glace craque. Le printemps arrive. La saison des raids reviendra, et quand ce sera le cas, tu seras prête. En colère, sous-alimentée et impatiente d'agir. L'hiver a essayé, il n'a pas gagné. Tu survis à l'hiver, de justesse. Ta récompense? Des demandes en mariage. Elle commence de manière innocente. Le fils d'un fermier local se pointe avec un paquet de poissons séchés et un sourire plein d'espoir. Il te dit que tu ferais une femme forte. Tu réponds en lui demandant s'il sait bien manier une hache. Il dit qu'il ne fait pas d'armes. Tu dis que tu ne fais pas d'hommes qui ne savent pas tenir une lame. Il part rapidement. Le suivant essaie plus fort. Il t'apporte un cadeau, un peigne sculpté dans un bois de serre. Tu l'acceptes poliment, puis tu l'utilises pour gratter ton chien derrière les oreilles. Il ne revient jamais. Bientôt, ça devient une tendance. De jeunes hommes arrivent avec des jetons et une énergie nerveuse, espérant apprivoiser la scialme la plus convoitée du village. Le problème, c'est que t'as pas envie d'être apprivoisé. T'as envie de raids, de combats et peut-être de temps en temps d'un festin où personne ne parle de chèvre. Ta tante dit que tu devrais envisager de te caser. Tu lui dis que tu te caseras quand ta hache rouillera. Elle marmonne un truc sur mourir seul. Tu réponds par mourir glorieusement, ce qui franchement sonne mieux. Un prétendant particulièrement audacieux te défie en duel. Il dit que c'est la tradition. Tu acceptes. Il se retrouve avec un bleu en forme de ton bouclier et apprend une leçon précieuse sur le fait de sous-estimer les femmes qui s'entraînent dans la neige pour s'amuser. Finalement, les offres s'arrêtent. Le mot se répand. T'es pas intéressé. Pas à être la femme de quelqu'un, pas à faire de la soupe tous les soirs et certainement pas à te disputer pour savoir qui aura la bonne couverture en fourrure. T'en veux plus et moins à la fois. Plus de batailles, moins de bavardage, plus de gloire, moins de chèvres. Pour être clair, t'es pas contre l'amour. T'as juste jamais rencontré quelqu'un qui fasse battre ton cœur plus vite qu'un tambour de guerre. Et jusqu'à ce que tu le fasses, tu vas très bien en affûtant ta hache en paix. Certaines filles du village chuchotent que t'es trop fier. Certains garçons du village chuchotent qu'ils sont terrifiés. Les deux ont raison. Tu passes tes soirées sur le terrain d'entraînement au lieu de tisser, tu polis ta lame au lieu de planifier un mariage, et tu dors avec ta hache à côté de toi, pas par solitude, mais parce que c'est le seul compagnon qui ne répond jamais. T'as déjà combattu. Des raids, des escarmouches, des petites querelles de clans pour des chèvres et des insultes. Mais ça, c'est la guerre. Ça commence avant l'aube, avec le genre de silence qui donne l'impression que la terre retient son souffle. L'ennemi n'est pas un village lointain d'agriculteurs effrayés. Ce sont des guerriers, armés, blindés et déjà en train d'aiguiser leur lame avec ton nom à l'esprit. T'as pas de discours stimulant, juste ton chef qui marmonne, ne meurt pas bêtement et qui s'en va lasser ses bottes. Tu acquiesces, ça semble à peu près juste. Tu te tiens dans le mur de bouclier, épaule contre épaule avec des gens à côté desquels tu t'es battu et que t'as parfois insulté autour du feu. Ton bouclier semble plus lourd aujourd'hui. Ta respiration aussi. Quelqu'un à proximité vomit, quelqu'un d'autre chante, et puis ça commence. Le premier affrontement, c'est le chaos. Les boucliers claquent, les épées hurlent. Quelqu'un meurt, probablement plus d'un. Tu bloques, tu frappes, tu esquives, tu poignardes, tu répètes. C'est pas de la stratégie, c'est de la survie à la vitesse de la panique. Ton bouclier se fissure, tu passes à ta hache se brise, tu ramasses une lance qui a été lâchée par un homme qui n'en a plus besoin. Tu perds la notion du temps, tu oublies dans quelle langue tu cries, tu sais seulement que tes pieds te font mal et que tes bras n'arrêtent pas de bouger. À un moment donné, tu tombes, pas de manière spectaculaire, juste un faux pas. Tu atterris dans la boue à côté d'un cadavre qui ressemble beaucoup à quelqu'un que tu connaissais. Tu n'entends rien d'autre que le battement de ton cœur et le rugissement lointain de la bataille. Une ombre se profile. Tu roules, une lame te rate de justesse. Tu attrapes une pierre, tu l'utilises, ça marche d'une manière ou d'une autre. Quand c'est fini, vraiment fini, le champ est calme à nouveau. Sauf que maintenant, c'est pas la terre qui retient son souffle, ce sont les morts qui ne respireront plus jamais. Tu restes assise là, couverte de sang qui n'est pas entièrement le tien, essayant de te rappeler comment ressentir des choses comme la peur, la fierté ou même la faim.
Un oiseau se pose à proximité et le regrette immédiatement. T'as survécu. T'aurais pas dû, mais tu l'as fait. Et quand quelqu'un te demande comment, tu hausseras les épaules et tu diras « j'avais rien de mieux à faire ». Ce qui est vrai, mais pas toute l'histoire. Après la bataille, les choses changent. T'es toujours toi, les mêmes bottes, la même hache, la même tache de soupe mystérieuse sur ta cape qui refuse de partir, mais les gens te regardent différemment maintenant. Pas juste comme une combattante, comme une histoire. Quelqu'un commence à t'appeler celle qui ne voulait pas mourir. Un autre t'appelle marteau à chèvre, ce qui est moins flatteur, mais qui gagne du terrain à cause d'un malheureux incident impliquant un ennemi en fuite et une chèvre à proximité. Tu ne prends pas la peine de les corriger. Laisse-les parler. La vérité est plus compliquée et moins intéressante. Quand tu traverses le village maintenant, les gens bougent, pas pour s'éloigner, juste de côté, comme s'ils n'étaient pas sûrs si t'allais demander de l'aide ou lancer un défi. Tu acquiesces poliment, ils acquiescent en retour, très prudemment. Les enfants chuchotent ton nom et se mettent au défi de toucher ton bouclier pendant que tu ne regardes pas. Ils n'y parviennent jamais. Une fois, t'as attrapé un garçon en pleine tentative et tu lui as tendu ta hache. Il s'est figé. T'as rien dit. Il l'a rendu et s'est enfui. Tu ne l'as pas revu depuis. Un gamin intelligent. Les guerriers demandent maintenant ton avis avant un raid, pas juste par politesse, mais parce que Tigrec est allé, t'as fait ça et t'es revenu avec plus de cicatrices que d'excuses. T'es plus cette fille bruyante qui frappe fort. T'es une vétérane, une solutionneuse de problèmes, une mise en garde avec un excellent coup de bras. Des étrangers connaissent ton nom, ou du moins quelque chose qui s'en approche. Un marchand de passage se penche trop bas et t'appelle maîtresse des lames. Tu le corriges en crachant dans un seau et en lui demandant s'il a apporté du meilleur fromage cette fois. Il acquiesce si vite qu'il s'évanouit presque. La nuit, autour du feu, t'entends ta propre histoire racontée, légèrement fausse, fortement dramatisée et avec de nouveaux détails impliquant le tonnerre, un corbeau lumineux et un baiser de berserker. Tu ne dis rien. C'est plus amusant comme ça. T'as pas demandé la célébrité, t'as certainement pas souri pour l'obtenir, mais maintenant qu'elle est là, tu la portes comme ton bouclier, bien usé, légèrement cabossé et toujours prête. T'avais l'habitude de te demander si les gens te prendraient au sérieux. Maintenant, tu te demandes s'ils arrêteront de trembler assez longtemps pour parler. T'es plus la plus jeune. Il y a une nouvelle génération de filles aux yeux écarquillés qui attachent leurs tresses trop serrées, qui serrent leur hache trop lâche et qui parlent trop fort de ce qu'elles vont faire au combat. Tu te vois en elles, mais avec moins de bleu et plus d'optimisme. Elles te regardent attentivement, pas comme une héroïne, plutôt comme une tempête qui pourrait commencer à frapper à tout moment. T'as gagné ça. Tes articulations te font mal le matin, ton poignet d'épée craque quand il fait froid. T'as une cicatrice à travers tes côtes qui te démange à chaque fois qu'il va neiger. Tu ne guéris plus aussi vite qu'avant, et quand tu guéris, la douleur persiste comme un vieil ami de beuverie qui ne sait pas quand partir. Mais t'es pas plus douce, t'es juste plus dure aux bons endroits. Tu t'entraînes moins pour prouver quelque chose et plus pour rester affûté. Tu manges plus lentement, tu dors plus légèrement, tu ne parles que quand il y a quelque chose qui vaut la peine d'être dit, ce qui veut dire que la moitié de la grande maison n'a toujours pas entendu ta voix. Quand de jeunes skiels me demandent comment gagner leur premier combat, tu dis « ne meurs pas ». Quand elles demandent comment se faire respecter, tu dis « casse-leur le nez », puis aide-les à se relever. Et quand elles demandent quand ça cesse d'être terrifiant, tu dis la vérité, ça ne cesse pas, tu deviens juste meilleur pour faire semblant. Tu fais encore des raids, mais pas aussi souvent maintenant. Quand tu le fais, les gens vérifient si tu viens. Si c'est le cas, ils respirent plus facilement. Si c'est pas le cas, ils vérifient leur armure 2 fois. Ta hache est usée. Le manche est enveloppé de cuir neuf, la lame est entaillée, mais toujours tranchante. Elle en a vu plus que la plupart des guerriers, elle a survécu à tous tes prétendants. T'as pensé à la raccrocher, mais ensuite quelqu'un dit quelque chose de stupide ou une menace apparaît à l'horizon et tu te rappelles que t'as pas fini. T'as jamais voulu être légendaire. T'as juste voulu te battre, survivre, te tailler une place dans un monde qui ne pensait pas que tu devrais en avoir une. Et d'une manière ou d'une autre, à travers le sang, le feu et le simple refus d'abandonner, tu l'as fait. T'es pas juste une skialmeu, t'es un avertissement. Et la prochaine fois que quelqu'un te demandera si tu te bats toujours, tu souriras, juste un peu, et tu diras, seulement quand c'est nécessaire, et parfois juste pour le plaisir. Bien avant les hôpitaux et les blouses blanches,
Les Grecs croyaient que la meilleure façon de guérir était de faire une sieste dans un temple. C'était pas de la médecine paresseuse, ça s'appelait l'incubation et c'était sacré. Si t'étais malade dans la Grèce antique, tu réservais pas chez un médecin, tu faisais tes valises et tu faisais un pèlerinage au sanctuaire d'Asclépio, le dieu de la guérison, souvent à Épidore, où les colonnades de marbre rencontraient le parfum du laurier et du sacrifice. À ton arrivée, tu effectuerais des rituels de purification, te baignerais dans de l'eau sacrée, offrirais un petit sacrifice, souvent un coq, et te préparerais à dormir dans l'abaton, une chambre sombre et silencieuse où les patients s'allongeaient sur des tapis, parfois avec des serpents qui rampaient librement autour d'eux. Oui, des serpents. Ils étaient sacrés pour Asclépio et symbolisaient le renouveau et la renaissance. L'idée était simple mais mystique, t'endormir en présence du dieu et il te rendrait visite dans un rêve. Ces rêves divins n'étaient pas juste symboliques, c'étaient des prescriptions. Tu pouvais voir Asclépio toucher ta jambe blessée ou te tendre une herbe curative. Le matin, tu rapportais ta vision à un prêtre du temple qui l'interpréterait comme un pharmacien spirituel et te conseillera sur les mesures à prendre. Le processus n'était pas passif. Le voyage au temple, la purification, le prière, tout ça prépare le corps et l'esprit à la guérison. Certains chercheurs affirment que c'était une forme de thérapie psychosomatique précoce, d'autres parlent d'un placebo théâtral. Mais quoi que ce soit, ça marchait souvent, ou du moins, on le croyait. Les patients repartaient parfois guéris, d'autres fois inspirés, mais presque tous repartaient avec une histoire. Et les temples affichaient fièrement ces récits, gravés dans la pierre, des témoignages de vues restaurées, de membres guéris et d'interventions divines. Pas des essais cliniques, certes, mais des témoignages convaincants, écrits dans du marbre. Le rituel brouillait la frontière entre la médecine et la religion, le rêve et le diagnostic. Il s'agissait moins de combattre les symptômes que de s'aligner sur un équilibre divin. La guérison n'était pas qu'une affaire de corps, c'était une conversation avec le cosmos. Et si t'avais de la chance, le cosmos répondait, doucement, vers minuit, sous la forme d'un dieu, d'un murmure et d'un serpent enroulé à tes pieds. Maintenant, quittons les paisibles chambres de sommeil de la Grèce et dirigeons-nous vers l'Est, en ancienne Mésopotamie. Ici, la guérison ressemblait plus à un exorcisme qu'à une sieste. Dans le pays entre le Tigre et l'Euphrate, la maladie n'était pas qu'une affaire biologique, elle était personnelle. On pensait que la maladie était l'œuvre d'esprits malveillants envoyés par des dieux en colère, des voisins jaloux ou des fantômes vengeurs. Et le remède ? Piéger le démon dans un bol. Ces fameux bols d'incantation, aussi connus sous le nom de bols à démons babyloniens, étaient l'équivalent mésopotamien de tumouches spirituelles. C'étaient de simples objets en céramique placés à l'envers et enterrés sous les seuils des maisons. Mais leur but était tout sauf décoratif. Chaque bol était inscrit, en spirale vers l'intérieur, en araméen ou dans d'autres langues locales, avec des sorts de protection et des noms divins. L'écriture était dense, délibérée et un peu dérangée, invoquant des anges, des saints et des pouvoirs cosmiques pour lier toute force malveillante qui pourrait se cacher. Le démon n'était pas seulement censé quitter le corps, il était censé rester piégé dans le bol pour toujours, comme un tupperware spirituel antique. Certains bols comportaient même des images grossièrement dessinées de l'esprit coupable, liées par des chaînes et ayant l'air plutôt mal à l'aise. L'image était censée humilier le démon, un peu comme une photo d'identité judiciaire magique. D'autres allaient plus loin, incluant des noms de famille, des plaintes domestiques et même des mentions de sorciers rivaux. Il s'agissait pas seulement de guérison, il s'agissait de défense. Dans un monde de malédictions, de mauvais œil et de sorts chuchotés, t'avais besoin d'une assurance spirituelle. Ces bols étaient généralement enterrés sous les portes, les seuils ou les coins des maisons. Pourquoi là ? Parce qu'on dit que les démons, tout comme les voisins curieux, traînent sur les bords, attendant de se glisser sans se faire remarquer. Les bols servaient de videurs invisibles, gardant les mauvaises ondes à l'extérieur et la famille intacte. Alors que la médecine moderne pourrait ricaner, la logique profonde est étrangement pertinente. Ces rituels extériorisaient les menaces invisibles, donnaient une forme, un nom et un contenant à la peur. Et ce faisant, ils donnaient aux gens un sentiment de contrôle dans un monde chaotique. Alors, la prochaine fois que tu sens que quelque chose cloche et que tu ne peux pas l'expliquer, jette un coup d'œil sous ton paillasson. Qui sait, il pourrait encore y avoir un bol poussiéreux qui fait silencieusement son travail, retenant les ombres avec un peu d'encre, d'argile et l'espoir mésopotamien antique. Alors que les Mésopotamiens étaient occupés à piéger les démons dans des poteries, les anciens Égyptiens se tournaient vers quelque chose de plus sensuel, des plantes, des parfums et des potions. Pour eux, la guérison ne consistait pas seulement à restaurer le corps, mais à rétablir l'équilibre, l'harmonie et le parfum divin.
Et au cœur de cette tradition médicale parfumée se trouvait le lotus bleu, une fleur dotée d'un pouvoir hypnotique et d'un prestige spirituel. Le lotus bleu n'était pas seulement beau, il était enivrant, littéralement trempé dans du vin ou infusé dans des baumes. On l'utilisait pour provoquer une légère euphorie et soulager la douleur, le chagrin ou la détresse spirituelle. Des peintures anciennes montrent des fêtards serrant des fleurs de lotus pendant les festins, des prêtres les offrant dans les temples et même des momies enterrées avec elles. On pensait que la fleur reliait les vivants au divin, ouvrant l'esprit aux rêves de guérison et aux visions sacrées. Mais le lotus n'était pas le seul outil dans la boîte à pharmacie égyptienne, loin de là. La médecine égyptienne était un mélange éblouissant d'empirique et d'ésotérique. Ils ont répertorié plus de 800 remèdes dans des textes comme le papyrus d'Hébert, un rouleau de 20 mètres rempli de tout, des suppositoires de bouse de crocodile, oui, vraiment, aux pansements à base de miel pour les plaies. Certains de ces traitements étaient étonnamment efficaces, en particulier ceux qui impliquaient l'ail, l'encens et la myrrhe, tous connus aujourd'hui pour leurs propriétés antimicrobiennes. D'autres étaient plus spirituels que scientifiques. Un remède courant contre le mal de dents consistait à placer une souris cuite sur l'endroit douloureux. Un autre consistait à chanter des sorts pour chasser la maladie comme s'il s'agissait d'un serviteur désobéissant. La frontière entre la prière et l'ordonnance était mince, et les médecins, appelés SWNW, faisaient souvent office de prêtres. Les temples eux-mêmes agissaient comme des hôpitaux. Les malades venaient se faire soigner avec une combinaison de potions, d'incantations et d'offrandes à des divinités comme Sekhmet, la déesse à tête de lion des épidémies. Si tu guérissais, tant mieux. Si tu ne guérissais pas, eh bien, peut-être que les dieux testaient ta détermination. Mais ne t'y trompe pas, les Égyptiens n'étaient pas aveuglément magiques dans leur approche. Ils pratiquaient des interventions chirurgicales, réduisaient des fractures et drainaient des abcès. Ils comprenaient même le pouls et examinaient l'urine pour diagnostiquer les maladies. En fait, certains médecins grecs, comme Hippocrate et Galien, ont plus tard largement emprunté aux méthodes égyptiennes. Pourtant, les rituels persistaient toujours, parce qu'en Égypte, la guérison n'était pas qu'un processus physique, c'était un acte sacré, une façon d'aligner la chair sur l'éternel. Et parfois, tout ce qu'il fallait, c'était une fleur, un sort et un peu de foi enveloppés dans du lin. Alors que les Égyptiens enveloppaient les malades d'huile parfumée, loin au nord, en Sibérie et à travers les Amériques indigènes, la guérison prenait une urgence différente, pas soigner le corps, mais récupérer l'âme. Ici, la maladie n'était pas qu'un symptôme, c'était un signe qu'une partie de ton esprit s'était égarée, volée, effrayée ou égarée. Et la seule personne qui pouvait aller la chercher était le chaman. Les chamans n'étaient pas des médecins au sens clinique du terme, ils étaient des intermédiaires, à la fois prêtres, guérisseurs et agents de voyage cosmique. Leur rituel de guérison pouvait impliquer des heures, voire des jours, de tambours, de chants, de jeûnes et d'hallucinations. Le but ? Entrer dans un état de conscience altéré et voyager dans le monde des esprits, où ils combattraient des entités hostiles, négocieraient avec des ancêtres ou négocieraient avec des esprits de la nature, tout ça pour récupérer la pièce manquante de l'âme d'un patient. C'étaient pas des voyages métaphoriques, pour le chaman et la communauté, ils étaient très réels. Les outils du métier comprenaient des tambours, considérés comme le battement de cœur de la terre, des masques d'animaux ou des capes représentant les guides spirituels, et parfois des plantes psychoactives pour ouvrir la vision intérieure. Un outil populaire chez les chamans amazoniens était l'ayahuasca, une boisson puissante qui induit des visions, une purge et ce qu'on pourrait gentiment appeler un chaos révélateur. La perte d'âme pouvait être causée par un traumatisme, un chagrin ou la violation d'un tabou. Les symptômes incluaient la fatigue chronique, la dépression ou la malchance, ce qui aujourd'hui pourrait être appelé détresse psychosomatique ou psychologique. Mais au lieu de séances de thérapie, une cérémonie de guérison pouvait impliquer d'appeler ton nom dans la forêt, de danser autour d'un feu ou d'écouter ton guérisseur chanter pour ramener l'esprit dans ta poitrine. Dans certaines traditions, le chaman jouait physiquement la lutte, secouant, mimant une bataille ou tirant des fils invisibles du corps pour enlever symboliquement la maladie. Dans d'autres, il soufflait de la fumée sacrée sur toi, touchait des points de pression ou chuchotait des prières à l'oreille d'un enfant endormi. Il n'y avait pas de distance stérile. La guérison était communautaire, émotionnelle et mythique. Il s'agissait de raconter des histoires, de se souvenir et de restaurer les liens invisibles entre une personne et le monde qui l'entoure. Parce que dans ces cultures, tu n'attrapes pas juste un rhume, tu attrapes une fissure dans ton âme. Et si t'as de la chance, quelqu'un d'assez courageux ira dans l'obscurité pour ramener ton esprit à la maison. Alors que les chamans cherchaient les âmes perdues dans le monde des esprits, les anciens sages de l'Inde se tournaient vers l'intérieur, cartographiant les rythmes de la vie en quelque chose de plus structuré,
de plus méthodique et tout aussi mystique, l'Ayurveda, signifiant une connaissance de la vie. Ce système de guérison consistait moins à combattre la maladie qu'à maintenir l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'univers. Si ta digestion était mauvaise, c'était pas juste le déjeuner, c'était un déséquilibre cosmique. Selon la théorie ayurvédique, chaque personne est composée de 3 doshas, vata, air et espace, pitta, feu et eau, et kapha, terre et eau. Ta combinaison unique déterminait non seulement ta santé, mais aussi ton tempérament, ta personnalité et ton petit déjeuner préféré. Le travail d'un guérisseur n'était pas d'éliminer les symptômes, mais de ramener tes doshas à l'équilibre en utilisant des herbes, un régime alimentaire, des massages, de la méditation et, si nécessaire, un bain d'huile complet. Oui, de l'huile. Le traitement ayurvédique adore l'huile. Du sésame chaud ou du ghee médicinal est versé sur le front dans une pratique appelée Shirodhara, destinée à calmer le système nerveux et à ouvrir le troisième œil. D'autres thérapies impliquent des messages à l'huile sur tout le corps, des lavements détoxifiants, le fait de fumer des herbes et même des vomissements provoqués, appelés vamana, ce qui a l'air brutal, mais était considéré comme profondément purifiant. Mais c'était pas juste un ensemble de remèdes populaires. Les textes ayurvédiques, comme la Karaka Samhita, datant d'au moins le 1er millénaire avant notre ère, décrivaient des théories anatomiques détaillées, des techniques chirurgicales et des fondements philosophiques. Les anciens praticiens ayurvédiques étaient des observateurs entraînés, diagnostiquant les maladies en examinant le pouls, la langue, les yeux et même la voix du patient. Pourtant, l'aspect spirituel n'était jamais loin derrière. La santé était considérée comme un état moral autant que physique. La cupidité, la colère ou le désir excessif pouvaient perturber les doshas aussi facilement que du yaourt avarié. La méditation, le chant, le contrôle de la respiration, pranayama, c'était pas juste des pratiques spirituelles, c'était de la médecine quotidienne. Et puis, bien sûr, il y avait les herbes, le curcuma pour l'inflammation, l'ashwagandha pour la vitalité, le neem pour la purification. Chaque plante n'était pas juste un remède, elle avait une personnalité, une énergie et une histoire, souvent liées à des dieux, des saints ou des événements cosmiques. En bref, l'Ayurveda ne voyait pas la maladie comme un malheur aléatoire, elle la voyait comme un message, un murmure de l'intérieur indiquant que quelque chose s'était déséquilibré. La guérison n'était pas une guerre contre la maladie, c'était un réalignement, une harmonie, une petite tape pour revenir au rythme sacré de la vie, de préférence avec de l'huile chaude, beaucoup d'huile. Alors que l'Inde se concentrait sur l'équilibrage des doshas, la Chine ancienne a développé son propre système complexe, basé sur un concept similaire d'harmonie, le flux d'énergie, ou qi, prononcé qi. Dans la médecine traditionnelle chinoise, MTC, la maladie n'était pas seulement la présence d'une maladie, c'était le blocage ou la mauvaise direction de la force vitale. Considérez le qi comme une sorte de rivière invisible qui coule à travers votre corps. Quand il stagne, inonde ou s'assèche, les choses vont mal. Quand il coule librement, la santé est restaurée. Au centre de cette vision du monde se trouvaient 2 principes directeurs, le yin et le yang, les forces complémentaires du froid et du chaud, de l'obscurité et de la lumière, du passif et de l'actif. Un bon guérisseur n'identifiait pas seulement ce qui n'allait pas, il demandait, quel élément est dominant? Quel élément manque? As-tu trop de feu et pas assez d'eau? Ta rate a-t-elle de la rancune? Les praticiens examinaient votre langue, écoutaient votre voix et prenaient votre pouls, pas une fois, mais à plusieurs endroits, chacun correspondant à différents organes. Votre foie pouvait être en colère, votre rein pouvait être craintif. Le diagnostic sonnait souvent plus poétique que pathologique, mais cela ne le rendait pas moins puissant. Le traitement impliquait souvent l'acupuncture, l'insertion d'aiguilles fines comme des cheveux le long des méridiens pour débloquer les voies énergétiques et encourager le flux naturel. Bien que l'idée des aiguilles ne soit pas réconfortante, beaucoup ont trouvé l'expérience étrangement calmante, parfois euphorique. Mais la MTC n'était pas une philosophie à un seul truc. Elle employait aussi la ventouse-thérapie, la moxibustion, brûler des herbes près de la peau, le qigong, des exercices de mouvement d'énergie, la phytothérapie et des plans alimentaires méticuleux. Le gingembre, le ginseng, la racine de réglisse, chacun était prescrit avec une intention minutieuse. L'un des textes les plus vénérés de cette tradition est le Yuandi Neijing, le canon interne de l'Empereur Jaune, un dialogue médical et philosophique écrit vers 200 avenue Jésus-Christ. Dans celui-ci, l'empereur et son médecin discutaient non seulement de la nature de la maladie, mais aussi des rythmes des saisons, des émotions et même de la politique. Après tout, le corps était une version miniature de l'univers. Dans la médecine chinoise, t'étais pas juste un sac d'organes, t'étais un écosystème vivant,
une partie de l'ordre cosmique. Un mal de ventre ne venait pas juste de mauvaises boulettes, il pouvait venir d'un chagrin non résolu. La guérison n'était jamais purement physique, elle était éthique, émotionnelle, élémentaire. Et quand les éléments se désaccordaient, le but n'était pas de se battre, mais de restaurer l'harmonie, comme accorder un instrument ou déboucher un ruisseau avec des aiguilles et peut-être une touche d'armoise brûlée. À travers les vastes et variés paysages de l'Afrique, la guérison a longtemps été un événement communautaire, un mélange de médecine, de rituels et de pouvoir ancestral. Contrairement aux modèles occidentaux qui isolent le patient dans une clinique, la guérison africaine traditionnelle implique la famille, les ancêtres, le village et les esprits. Dans de nombreuses cultures, la maladie n'est pas juste un trouble personnel, c'est une rupture sociale, un déséquilibre cosmique qui doit être traité de manière holistique, de préférence avec des tambours, de la fumée et un poulet très inquiet. Prenez les sangomas d'Afrique australe, des guérisseurs spirituels et des devins qui servent de pont entre les vivants et les morts. Un sangoma ne fait pas que diagnostiquer des symptômes, il lit les os, littéralement. Une poignée d'os, de coquillages et de bibelots est jetée sur un tapis et leur position révèle l'histoire. C'est une forme de radiologie spirituelle. Les ancêtres parlent à travers la dispersion. Une fois le diagnostic établi, qu'il s'agisse d'une malédiction, du mécontentement des ancêtres ou d'un traumatisme émotionnel, la guérison commence. Les rituels peuvent impliquer un sacrifice d'animaux, des remèdes à base de plantes ou des danses d'initiation. La musique joue un rôle crucial. Le tambour, le chant et le mouvement ne sont pas du divertissement, ce sont des outils pour modifier l'énergie, inviter des guides spirituels et entrer en état de transe. Le but ? Guérir non seulement le corps, mais l'âme et ses liens invisibles avec les autres. Les plantes aussi sont centrales. Les guérisseurs traditionnels, connus sous le nom de phytothérapeutes ou d'inyanga, maintiennent une connaissance approfondie de la flore locale, les racines, les écorces, les feuilles qui traitent les infections, la fièvre, l'infertilité ou la douleur. Certaines herbes sont bouillies en thé, d'autres sont brûlées, frottées sur la peau ou consommées dans des concoctions complexes pendant les rituels. Ce n'est pas de la cueillette occasionnelle, c'est une pharmacie sophistiquée, transmise de génération en génération, souvent protégée par le secret et l'initiation spirituelle. La maladie peut aussi venir de la violation de tabous ou de normes sociales, du non-respect des aînés, du fait de dire du mal d'un esprit ou de marcher sur la mauvaise tombe. La guérison n'est donc pas seulement médicale, elle est morale. Tu peux avoir besoin de te confesser, de t'excuser ou de subir une purification. Et oui, cela peut impliquer du sang de poulet, des cendres sacrées ou une réunion de famille très gênante. L'idée plus profonde est claire, t'es pas un individu déconnecté, t'es partie d'un réseau vivant, ancestral, spirituel, écologique. Quand quelque chose cloche chez toi, ça résonne à travers le réseau. Et le travail du guérisseur est d'écouter, d'interpréter et de recoudre le réseau avec des herbes, des chants et la sagesse des ancêtres qui regardent depuis la lumière du feu. Dans de nombreuses traditions amérindiennes, la guérison ne consiste pas à réparer une partie du corps, il s'agit de purifier la personne entière. La maladie, qu'elle soit physique ou émotionnelle, est considérée comme le résultat d'un déséquilibre entre soi, la communauté, le monde des esprits et la nature. Et donc, l'un des rituels de guérison les plus profonds dans de nombreuses nations autochtones est la huta sudation, une cérémonie de chaleur, de prière et de renaissance spirituelle. La hutte elle-même est humble, une structure en forme de dôme faite de branches de saule drapées dans des couvertures ou des pots. À l'intérieur, il fait sombre et intensément chaud. Des pierres chauffées, connues sous le nom de grand-père, sont placées dans une fosse centrale, et de l'eau infusée d'herbes sacrées est versée sur elles pour créer de la vapeur. L'air devient épais de chaleur et de mémoire, et les participants s'assoient en cercle, souvent nus ou minimalement vêtus, guidés par un chef spirituel ou un rodement. C'est pas un sauna, c'est un ventre. La hutte représente le ventre de la terre, un lieu de renouveau où l'on peut se débarrasser des toxines, de la douleur et des fardeaux émotionnels. Des chants sont entonnés, des prières sont prononcées, parfois dans des langues traditionnelles presque oubliées. Le processus se déroule généralement en plusieurs tours, chacun plus intense que le précédent, et chacun accompagné d'un thème différent, gratitude, pardon, lâcher prise ou invocation des ancêtres. Le but n'est pas seulement d'évacuer la maladie par la sueur, c'est de s'écouter soi-même, d'écouter les autres et d'écouter les esprits. Dans l'obscurité, dépouillés de distractions, les gens font souvent état de vision, de percées émotionnelles ou d'une paix profonde et inattendue. C'est pas toujours agréable, la chaleur peut être accablante et l'inconfort intense, mais ça fait partie de la médecine. D'autres rituels de guérison incluent la fumigation, qui consiste à brûler des herbes sacrées comme la sauge,
l'herbe douce ou le cèdre pour purifier une personne ou un espace, et des chants de guérison, qui sont transmis oralement et considérés comme une médecine vivante. Certaines nations utilisent la peinture de sable, où des motifs colorés faits de pierres concassées sont utilisés lors de cérémonies de guérison pour réaligner les forces spirituelles. Mais au cœur de tout cela se trouve la connexion à la terre, aux ancêtres, aux éléments. La guérison ne se fait pas dans l'isolement, elle se fait en relation. Grâce au rituel, l'individu est ramené en harmonie avec le monde. Et que ce soit par le feu, la vapeur ou le chant, le but est toujours le même, retrouver l'équilibre, se souvenir de qui on était, marcher à nouveau avec force sur la terre sacrée. Après avoir voyagé des temples de rêve grecs aux huttes de sudation sous les étoiles, une chose devient claire, la guérison antique n'était jamais seulement une affaire de corps, c'était une expérience à spectre complet, physique, émotionnel, spirituel et social. Bien que les outils variaient, valves de lotus, bol à démons, aiguilles, tambours, l'intention était remarquablement constante, restaurer l'équilibre dans tous les coins du monde antique. La santé était définie non pas comme l'absence de maladie, mais comme la présence d'harmonie. Harmonie entre le corps et l'âme, entre les humains et la nature, entre ce monde et celui qu'on ne voit pas. Que ce soit par l'intermédiaire du pouls cosmique du ki, du rythme des pieds qui tambourinent dans la poussière ou de la transe apaisante de l'incubation dans un temple, les rituels de guérison fonctionnaient parce qu'ils donnaient un sens à la souffrance et un pouvoir d'action aux malades. Ils reconnaissaient également quelque chose que la médecine moderne oublie souvent, les humains sont des créatures qui donnent du sens. On veut comprendre pourquoi on a mal, on veut croire qu'il y a quelque chose qu'on peut faire. La guérison antique donnait aux gens à la fois une explication, que ce soit les esprits, le déséquilibre ou la colère ancestrale, et une voie à suivre, souvent aussi communautaire que curative. Ces rituels étaient puissants, même quand ils étaient médicalement inefficaces. Un bol à démons mésopotamien n'a peut-être pas tué les bactéries, mais il pouvait calmer l'esprit. La récupération d'âme d'un chaman n'a peut-être pas réparé les os, mais elle pouvait apaiser les traumatismes d'une manière que le langage ne pouvait même pas faire. Là où la science échouait, la narration, le symbolisme et la cérémonie avaient une réelle valeur thérapeutique. Et voici le truc, beaucoup de ces anciennes intuitions reviennent en force. La médecine moderne adopte désormais des approches corps-esprit, la méditation, la visualisation et même des thérapies à base de plantes. La thérapie assistée par des psychédéliques fait écho au voyage chamanique. Les hôpitaux intègrent la musique, les arômes et des rituels adaptés à la culture dans les soins. C'est presque comme si, après des siècles de domination scientifique, on se souvenait de quelque chose que nos ancêtres savaient instinctivement, la guérison ne concerne pas seulement la chimie, elle concerne la connexion. Alors, que nous enseignent les anciens rituels de guérison? Pas seulement des herbes et des champs, mais sur nous-mêmes? Qu'on n'est pas des machines à réparer, on est des écosystèmes à nourrir. Qu'une prière chuchotée, un rythme de tambour ou l'odeur de fumée sacrée peuvent parfois atteindre des endroits qu'un scalpel ne peut pas. Parce qu'au fond, la guérison n'est pas juste un processus médical, c'est un processus humain. Et les anciens, dans tout leur mysticisme et leur désordre, comprenaient ça mieux que la plupart. Avant qu'il y ait des couronnes, des amulettes ou des bagues serties de pierres précieuses, il y avait des coquillages. De minuscules coquillages de mollusques perforés, enfilés ensemble et portés non pas seulement pour la beauté, mais pour le sens. Certains des plus anciens bijoux connus de l'histoire de l'humanité proviennent d'endroits comme la grotte de Blombo en Afrique du Sud, où les archéologues ont découvert des perles de coquillages vieilles de plus de 75 000 ans. C'étaient pas juste des décorations aléatoires, ils avaient été délibérément percés, lissés et agencés. En d'autres termes, ils avaient été conçus. Alors pourquoi les premiers Homo sapiens passeraient-ils un temps précieux à enfiler ensemble des coquillages, des dents, des os et des pierres alors que la survie était déjà un travail à plein temps? La réponse semble résider dans la communication. Ces ornements n'étaient pas juste esthétiques, c'était un langage. Un collier pouvait signaler ton rôle dans le groupe, ta lignée familiale ou ta volonté de s'accoupler. Les bijoux étaient une histoire portable, une histoire qui parlait sans mots. Et alors qu'aujourd'hui on pense aux bijoux comme un luxe, les premières formes étaient tirées directement des rebuts de la nature, des serres d'oiseaux, des dents d'animaux, des morceaux d'ambre et des os sculptés. Rien n'était gaspillé, tout avait un sens potentiel. Une dent de prédateur portée autour du cou n'avait pas seulement l'air cool, elle disait « j'ai survécu à ça ». C'était la protection, la bravade et la spiritualité enveloppées dans un pendentif primitif. Il est intéressant de noter que ces premières perles provenaient souvent de la mer, ce qui suggère que même les communautés de l'intérieur des terres appréciaient les matériaux côtiers. Cela implique un niveau de commerce et d'échange, peut-être entre les premières tribus. Même à cette époque,
les bijoux étaient une culture portable, un moyen de transporter l'identité et les relations à travers les paysages. Mais il y a aussi une couche spirituelle. Certains anthropologues pensent que ces objets avaient des fins magiques ou rituelles. Les coquillages étaient liés à l'eau, les os aux ancêtres, les dents à la force. Ils n'étaient pas seulement décoratifs, ils étaient des talismans portés près du corps pour conjurer la maladie, le malheur ou les mauvais esprits. En substance, la naissance des bijoux a marqué un tournant dans la cognition humaine. Elle a montré une conscience non seulement de soi, mais de la façon dont le soi apparaissait aux autres. Un coquillage sur une ficelle est devenu plus qu'une décoration, il est devenu une déclaration sur l'appartenance, sur la survie, sur le sens. Donc non, les anciens humains n'étaient pas primitifs de la façon dont on le pensait autrefois. Ils étaient déjà des artistes, des conservateurs et des conteurs, gravant leur identité dans l'os et enfilant leur héritage à travers un trou dans un coquillage. Alors que les sociétés humaines progressaient à travers le paléolithique, les bijoux ont pris des couches plus profondes de symbolisme, devenant des marqueurs de la vie et de la mort, d'appartenance et d'héritage. Pendant l'âge de glace, les ornements n'étaient pas seulement portés, ils étaient enterrés, parfois avec une grande cérémonie. Les tombes les plus anciennes, comme celles trouvées à Saint-Gyr en Russie, datant de plus de 30 000 ans, nous disent que même à cette époque, les bijoux avaient une signification profonde. Une de ces tombes contenait un enfant, peut-être pas plus de 10 ans, reposant dans une tunique ornée de plus de 4000 perles d'ivoire, chacune soigneusement sculptée dans une défense de mammouth, chacune prenant des heures à faire. L'ensemble du processus a probablement pris des milliers d'heures, tout ça pour un enfant. Qu'est-ce que ça nous dit? Que les bijoux avaient transcendé l'ornementation, ils étaient devenus un droit sacré, un adieu et peut-être même une promesse pour le monde suivant. Ces pièces de l'âge de glace n'ont pas été faites à la hâte. Elles présentaient une symétrie, une répétition et un rythme, montrant un sens esthétique étonnamment développé. Des pendentifs en forme d'animaux, des perles brevetées et des bracelets sculptés dans des bois de renne suggèrent à la fois des compétences techniques et un symbolisme spirituel. Les bijoux n'étaient plus improvisés à partir de rebuts, c'était un artisanat dédié. Et les matériaux racontaient des histoires de lieux et d'identité. L'ambre baltique a été trouvé loin de son point d'origine, ce qui suggère des réseaux commerciaux à longue distance. Le jet, un bois fossilisé noir, était prisé pour son éclat profond et a été utilisé dans les bijoux de deuil, même des millénaires plus tard. Dans certaines cultures, l'ocre rouge, un pigment ressemblant au sang, était utilisé pour teindre les perles ou les vêtements funéraires, peut-être comme un lien symbolique avec la force vitale ou la renaissance. Les bijoux de cette période signalaient probablement aussi le statut social. Qui t'étais, à qui t'appartenais, combien de travail ton groupe était prêt à investir dans ta décoration, tout ça comptait. Une personne enterrée avec des ornements élaborés était honorée, élevée, peut-être était-elle un chef, un chaman ou simplement profondément aimée. Et bien sûr, il y a la possibilité que certains bijoux aient servi de gage d'amour, de symbole de clan ou de marqueur de passage à l'âge adulte. Mais sans documents écrits, tout ça reste des hypothèses éclairées, reconstituées à partir de sites de fouilles et d'analyses minutieuses. Pourtant, ce qui reste est frappant, même au milieu de la glace, du danger et des luttes pour la survie, les humains ont pris le temps de créer et de porter la beauté. Même à cette époque, les bijoux étaient une rébellion silencieuse contre la froide indifférence de la nature, une déclaration que la vie et l'identité comptaient. Alors que l'humanité entrait dans le néolithique et l'âge du bronze, les bijoux ont évolué, passant de l'expression tribale à des outils de pouvoir et de protection. Les amulettes, les pendentifs et les charmes n'étaient plus seulement esthétiques, ils étaient infusés d'intention, de magie et de divin. Ces petits objets ont comblé le fossé entre l'humain et le surnaturel, offrant une protection contre les malédictions, les maladies et la malchance. Ou du moins, c'est ce que les gens croyaient. Dans l'Égypte ancienne, l'utilisation des bijoux comme amulettes a atteint de nouveaux niveaux de complexité. Les scarabées, les anques et l'œil d'Horus n'étaient pas juste de jolies formes, c'était une armure spirituelle. Le scarabée, représentant la renaissance et la transformation, était souvent enterré avec les morts pour assurer un passage sûr dans l'au-delà. Les enfants portaient des amulettes en forme de poisson pour conjurer la noyade. Les pharaons étaient enterrés avec des bijoux en or en forme de cobra et de faucon, invoquant des dieux pour les garder, même dans la mort. Les matériaux comptaient. L'or n'était pas juste précieux, il était considéré comme impérissable, associé à la chair des dieux. Le lapis-lazuli, avec son bleu céleste profond, était censé accorder une vision du divin. La turquoise, la cornaline et la faïence avaient chacune une valeur symbolique. Les bijoux sont devenus un moyen de coder des idées cosmiques dans des objets personnels portables.
En Mésopotamie, des croyances similaires ont prospéré. Des sceaux cylindriques sculptés avec des divinités protectrices étaient portés sur le corps ou autour du cou. On croyait que des perles sculptées avec des symboles sacrés repoussaient la maladie et l'influence démoniaque. Même les rois étaient souvent représentés portant des bijoux lourds, des bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles, pas seulement pour afficher leur richesse, mais pour se défendre spirituellement. Les anciens Grecs ont aussi adopté des amulettes pour se protéger. Les soldats portaient des pierres précieuses gravées représentant des dieux ou des bêtes mythologiques au combat, croyant qu'elles leur accorderaient de la force ou les protégeraient du mal. Une figure populaire était Gorgonéion, la tête de Méduse, portée pour pétrifier le mal lui-même. Ces amulettes n'étaient pas seulement pour l'élite. Les gens du peuple les portaient aussi, parfois dans des métaux de base ou de l'argile plutôt que de l'or, mais l'intention était la même. Que ce soit autour du cou, du poignet ou cousu dans les vêtements, les bijoux sont devenus une interface quotidienne avec le divin. Ils servaient de médecine, de bouclier et de prière chuchotée. À la base, les bijoux anciens étaient devenus un outil de survie, pas au sens physique, mais spirituellement et socialement. Ils permettaient aux humains de porter les dieux avec eux, de transformer la peur en quelque chose de portable et d'affronter l'incertitude de la vie avec beauté et un peu de pouvoir emprunté à l'univers. Alors que les civilisations devenaient plus stratifiées, les bijoux ont évolué, passant d'objets sacrés à des marqueurs visibles de hiérarchie. N'étant plus seulement protecteurs ou symboliques, ils criaient maintenant « J'ai le pouvoir, j'ai la richesse et toi, tu n'en as pas ». Des reines mésopotamiennes aux empereurs chinois, les bijoux sont devenus politiques, leur éclat reflétant la faveur divine et l'identité des avec de l'argile, puis en le chauffant jusqu'à ce que la cire fonde, laissant un moule pour le métal en fusion. Le résultat ? Des bagues, des boucles d'oreilles et des pendentifs à la fois légers et ornés. À l'époque des Étrusques et des Grecs, la joaillerie était devenue une véritable industrie. Des ateliers spécialisés employaient des graveurs, des métallurgistes, des polisseurs et des tailleurs de pierres précieuses. Les motifs étaient reproduits à l'aide de moules et des innovations comme des charnières, des fermoirs et même des médaillons mécaniques sont apparus. Ces innovations n'étaient pas seulement une question de luxe, elles racontaient des histoires de technologie, de commerce et de talent. L'essor du joaillier signifiait que l'identité humaine pouvait désormais être conçue autant qu'exprimée. La joaillerie est devenue à la fois un artisanat et un code, un témoignage silencieux des mains qui l'ont façonné et des sociétés qui l'ont porté avec fierté. Alors que les anciennes routes commerciales se répandaient à travers les déserts, les mers et les empires, la joaillerie a évolué au-delà de l'expression personnelle ou du rituel local. Elle est devenue une monnaie, une diplomatie et une marchandise mondiale. Une seule pierre précieuse pouvait passer par des dizaines de mains, de royaumes et de langues avant d'atterrir sur le cou d'une reine ou la garde de l'épée d'un guerrier. Prenez le lapis-lazuli, une pierre d'un bleu profond plus prisée que l'or dans le monde antique. Sa seule source connue dans l'Antiquité était les mauvaises mines de l'Afghanistan actuel. Pourtant, il a été retrouvé dans des temples mésopotamiens, des tombes égyptiennes et même en Grèce mycénienne. Cela signifie que les anciens marchands déplaçaient cette pierre sur des milliers de kilomètres à travers des cols de montagne, le long de cours d'eau et sur un terrain brutal. Tout ça pour la beauté ? Oui, mais aussi pour ce que cette beauté signifiait, accès, statut et connexion. Le commerce a transformé la joaillerie d'un produit local à un symbole interculturel. Les Phéniciens, par exemple, ont agi comme des intermédiaires, naviguant du Levant à l'Afrique du Nord et à l'Europe du Sud, répandant à la fois leurs propres perles de verre élégantes et des marchandises étrangères dans leur sillage. Des motifs de lotus égyptiens sont apparus dans la péninsule ibérique, tandis que des motifs assyriens se sont infiltrés dans les ateliers méditerranéens. La route de la soie transportait des perles du golfe Persique, des rubis d'Inde et du jade de Chine, atteignant parfois même Rome. C'était pas juste des matériaux, c'était des messages. Une épingle à cheveux en jade chinoise dans une tombe d'Asie centrale suggérait une alliance politique. Un anneau de turquoise perse dans un marché grec parlait d'empires qui s'entrechoquent et de cultures qui se mélangent. La joaillerie était aussi utilisée comme tribut et corruption. Les empereurs l'échangeaient pour sceller des traités. Les dirigeants payaient avec elle pour apaiser les armées d'invasion. Les bracelets en or, les ceintures incrustées de pierres précieuses et les diadèmes cloutés de perles agissaient comme des pièces d'échecs politiques. Même parmi les gens du peuple, la joaillerie a pris du poids économique. Dans de nombreuses sociétés anciennes, la joaillerie fonctionnait comme une richesse portable, en particulier pour les femmes. La dot d'une mariée pouvait inclure des bracelets ou des bagues de monnaie, servant à la fois d'ornement et d'épargne d'urgence. Si nécessaire, elle pouvait vendre un collier pour survivre à la famine, financer un voyage ou payer une dette. En substance, la joaillerie ancienne était la première marque mondiale,
reconnaissables au-delà des frontières, adaptables aux goûts locaux, tout en véhiculant le même message intemporel, c'est précieux et je suis connecté aux forces qui l'ont rendu ainsi. Des caravanes aux caravelles, elle a voyagé avec nous, en partie ornement, en partie passeport, en partie promesse. Alors que la joaillerie marquait souvent le statut et la divinité, elle a fini par assumer l'un de ses rôles les plus durables, le symbole de l'amour, de l'engagement et de la mémoire. Bien avant que les bagues de fiançailles en diamant ne deviennent la norme, les humains utilisaient des perles, des bagues et des bracelets pour marquer les relations, qu'elles soient romantiques ou sacrées. Dans l'Égypte ancienne, les bagues étaient échangées non seulement comme cadeaux décoratifs, mais comme contrat d'union. De forme circulaire, sans début ni fin, la bague représentait l'éternité. Les couples échangeaient des bagues faites de joncs tressés, d'ivoire ou d'or, souvent placées sur le troisième doigt de la main gauche, une tradition basée sur la croyance que ce doigt contenait une veine qui menait directement au cœur, appelée plus tard la vena amori. Dans la Rome antique, les bagues de fiançailles, appelées annulus pronubus, étaient faites de fer, symbolisant la force et la permanence. Certaines étaient gravées de portraits du couple ou de mains jointes, un motif connu sous le nom de fédé qui persisterait dans l'Europe médiévale et au-delà. Ces bagues étaient plus que des gages d'affection, elles étaient juridiquement contraignantes, souvent liées à des dots, à des héritages et à la légitimité de la descendance. D'autres cultures marquaient les liens romantiques par des bracelets, des colliers ou des amulettes portés en paire. Dans certaines sociétés tribales, les amoureux échangeaient des talismans assortis faits d'os, de dents ou de bois sculptés, des objets que l'on croyait spirituellement liés, quelle que soit la distance qui séparait les porteurs. La joaillerie jouait également un rôle majeur dans les cérémonies de mariage. En Inde, la tradition d'orner la mariée de bijoux en or complexe, y compris des anneaux de nez, des bracelets de cheville, des bracelets et des ornements de cheveux, était à la fois esthétique et spirituel. Chaque objet portait un symbolisme, prospérité, protection, fertilité. Le Mangal Sutra, un collier de perles noires noué par le marié pendant le mariage, est devenu un symbole de l'état civil, semblable à une alliance occidentale. Dans toutes les cultures, les bijoux d'amour portaient aussi des messages cachés. Dans l'Europe de la Renaissance, les bagues posies étaient gravées de vers romantiques ou de phrases secrètes. Certaines étaient inscrites à l'intérieur de la bande, visibles uniquement par le couple. D'autres contenaient des compartiments avec des portraits miniatures, des mèches de cheveux ou des parfums. En ce sens, la joaillerie est devenue une archive d'émotions, une relique compacte de mémoire, d'intention et de lien. C'était la forme tangible de quelque chose d'invisible, confiance, dévouement, connexion. Portée près de la peau, embrassée dans les moments de nostalgie, transmise de génération en génération, elle chuchotait « Tu n'es pas oublié. Nous sommes toujours liés. » Et bien avant que les vœux ne soient écrits, ils étaient gravés dans le métal et portés avec fierté. Tout au long de l'histoire ancienne, les bijoux ne décoraient pas seulement le corps, ils le reliaient au divin. Les ornements étaient souvent chargés de significations spirituelles, utilisés non seulement pour la beauté ou la richesse, mais pour invoquer des bénédictions, se protéger contre le mal et marquer des rôles sacrés. Un collier était rarement juste un collier, c'était une prière, une barrière, une conversation silencieuse avec les dieux. Dans l'ancienne Mésopotamie, les prêtres et les prêtresses portaient des pectoraux et des coiffes richement ornées pendant les rituels. C'étaient pas des accessoires, c'étaient des uniformes spirituels, conçus pour refléter des formes célestes ou des créatures mythologiques. Une seule perle pouvait représenter une planète, un fermoir pouvait représenter l'arme d'un dieu. La joaillerie servait de moyen pour incarner physiquement l'ordre cosmique. L'Égypte a poussé ça encore plus loin. Les grands prêtres portaient des objets conçus pour canaliser la puissance des dieux. Le collier Mena, par exemple, n'était pas seulement décoratif, on croyait qu'il apportait la fertilité et la faveur divine. Porté par les prêtresses d'Hathor, il était souvent agité comme un hochet pendant les cérémonies pour plaire à la déesse. Le célèbre collier Uzek, vu dans d'innombrables peintures égyptiennes, était un symbole solaire, sa courbe imitant le chemin du dieu soleil Ré à travers le ciel. Dans toute l'Inde ancienne, les bijoux jouaient un rôle essentiel dans les traditions hindoues et bouddhistes. On pensait que les boucles d'oreilles, les bracelets et les bracelets de cheville stimulaient les points d'énergie sur le corps, alignant les chakras et favorisant le bien-être spirituel. L'or était associé à la pureté et à l'immortalité, souvent réservé aux divinités et aux rites sacrés. Les statues des dieux étaient ornées de bijoux en or complexe, faisant écho à la croyance que le divin méritait et exigeait les richesses terrestres. Dans les Amériques, les Mayas et les Aztèques considéraient le jade comme une pierre sacrée, bien plus précieuse que l'or. Il symbolisait la force vitale, le souffle et l'énergie divine.
Les prêtres portaient des pendentifs en jade en forme de divinité et les dirigeants étaient enterrés avec du jade dans la bouche pour transporter leur âme dans l'au-delà. Même au début du christianisme, des amulettes et des médaillons inscrits de croix ou d'images de saints étaient portés pour conjurer la peste, les démons ou la tentation. Ici, les bijoux n'étaient pas seulement pieux, ils étaient protecteurs. Qu'ils soient portés par un humble fermier ou un grand prêtre, les bijoux spirituels anciens parlaient d'une impulsion humaine commune, chercher la protection, la faveur et le sens d'au-delà. Un éclat sacré, un fil divin, une façon de porter les cieux, non dans le ciel, mais autour de ton cou. Alors que les civilisations anciennes montaient et tombaient, leurs bijoux sont restés enterrés dans des tombes, cachés dans des ruines ou transmis de main en main à travers les générations. Ce qui a commencé comme des perles sur une ficelle a évolué en quelque chose de bien plus puissant, un vase de mémoire, une déclaration d'identité et parfois le seul indice laissé dans les sites funéraires. De la Scandinavie à la Nubie, les bijoux offrent des portraits intimes des morts. Une broche peut révéler l'origine culturelle, une bague peut suggérer l'état civil, un collier fait de matériaux mixtes peut faire allusion à un commerce ou une migration à longue distance. Même la façon dont les bijoux étaient portés, superposés sur la poitrine, bouclés dans les cheveux ou cachés sous les vêtements, nous dit comment les gens se voyaient et comment ils voulaient qu'on se souvienne d'eux. Et rappelez-vous, ces objets étaient destinés à survivre à ceux qui les portaient. Ils étaient transmis comme des héritages, des gages de continuité en temps de changement. Le pendentif d'une mère pouvait être porté par sa fille le jour de son mariage. La bague d'un guerrier pouvait être enterrée avec son fils. Les bijoux sont devenus un pont entre le passé et le présent, souvent plus durables que les histoires, plus personnels que les monuments. En période d'exil ou de crise, les bijoux étaient aussi un moyen de préserver l'identité. Lors de la chute des villes ou des migrations forcées, les gens ne prenaient que ce qu'ils pouvaient emporter, et les bijoux étaient à la fois une richesse portable et un lest émotionnel. Un simple bracelet pouvait contenir plus de sens qu'une maison entière laissée derrière. Les matériaux eux-mêmes vieillissaient avec grâce. L'or ne rouille pas, les gemmes ne pourrissent pas. Ainsi, les bijoux, contrairement aux textiles ou aux offrandes alimentaires, pouvaient survivre des millénaires. Et ce faisant, ils conservaient les empreintes digitales humaines, non seulement physiquement, mais métaphoriquement. Tu peux presque sentir la fierté, l'amour, le rituel et la douleur dans chaque rayure, chaque fermoir et chaque pierre manquante. Même aujourd'hui, on fait écho à ces instincts anciens. On hérite des alliances, on porte des colliers avec des initiales, on place des médaillons près de notre cœur. On garde les bijoux dans des boîtes non pas pour leur valeur marchande, mais pour les personnes qu'ils nous rappellent. Alors, quand on regarde en arrière les origines des bijoux anciens, on n'étudie pas seulement la mode ou la métallurgie, on étudie le désir humain. Le désir d'être vu, d'être protégé, d'appartenir et, finalement, d'être mémorisé. Enveloppé d'or, enfilé en coquillage, coulé en bronze, l'histoire des bijoux est notre histoire. Durable, personnelle, éternelle. Sous les paisibles champs de blé et les routes tranquilles du nord de la France se cache quelque chose que personne ne s'attend à trouver, une immense ville souterraine creusée directement dans la craie tendre. Juste à l'extérieur du village de Neu, près de la Somme, se trouve l'un des mystères archéologiques les plus inhabituels d'Europe, un labyrinthe souterrain tentaculaire composé de plus de 300 pièces s'étendant sur plus de 3 km de longueur. Descend de seulement 33 mètres et t'es plus dans la Picardie rurale, t'es dans une ville fantôme creusée dans la pierre. C'est facile de la manquer en surface. Il n'y a qu'une petite entrée sur un versant boisé. Mais fais un pas à l'intérieur et l'air frais t'accueille comme un secret. Les passages s'élargissent, ils se tordent, ils s'ouvrent sur des chambres cachées, des écuries, des cuisines et même une chapelle. Certaines pièces sont reliées par de longs couloirs à bas plafond, d'autres sont des impasses isolées, peut-être destinées au stockage ou à quelque chose de plus secret. On a moins l'impression d'être dans une grotte que si quelqu'un avait transformé le monde souterrain en un village. Ce qui est le plus troublant, c'est pas seulement l'échelle, c'est le silence de ses origines. Aucun document définitif ne nous dit pourquoi ou quand le complexe de Neu a été construit pour la première fois. Les estimations suggèrent que la construction a commencé au Moyen Âge, peut-être entre le IXe et le XIIIe siècle. Mais était-ce destiné à être un refuge, une retraite monastique ou autre chose? Les murs ne le disent pas. Une théorie populaire est que les moines ou les villageois locaux ont commencé à creuser les tunnels comme un moyen d'échapper aux raids vikings ou aux invasions ultérieures pendant la guerre de 100 ans. Cela aurait parfaitement du sens. La craie est tendre et facile à creuser, et le réseau est intelligemment ventilé, ce qui signifie que des feux pouvaient être allumés sans suffoquer les occupants. Il était aussi pratiquement invisible d'en haut, ce qui en faisait la cachette parfaite. Au fil du temps,
la ville sous Neu a évolué. Des puits ont été creusés, des cheminées à fumée ont été cachées à l'intérieur de troncs d'arbres au-dessus du sol. Des chevaux étaient même écurés dans les profondeurs, loin de la vue de l'ennemi. Et pourtant, malgré son génie d'ingénierie, le site a disparu de la mémoire collective jusqu'à ce qu'il soit redécouvert par un prêtre et archéologue amateur au XIXe siècle. Et ce n'est que le début, parce que ce qui a commencé comme un refuge médiéval potentiel allait plus tard devenir un sanctuaire, une curiosité et une toile pour les soldats de l'une des guerres les plus sanglantes de l'histoire. Mais ici, entouré de murs sculptés et d'un but incertain, une chose est claire, Neu n'a pas été construit dans la peur, il a été construit pour durer. Se promener dans Neu, c'est comme entrer dans le plan d'une civilisation invisible. Les murs, frais et crayeux au toucher, racontent l'histoire de siècles de sculptures, entièrement réalisées à la main, un coup de pioche à la fois. Il n'y a aucune trace de machinerie, aucun signe de fouille hâtive. Au lieu de ça, ce qu'on trouve, c'est de la précision, de l'intention et des couches de travail humain, des générations façonnant leur propre refuge souterrain. La craie tendre de la région, connue sous le nom de craie, a rendu le creusement relativement facile, du moins par rapport à la roche plus dure. Mais le véritable défi n'était pas l'excavation, c'était l'ingénierie. Comment construire un établissement souterrain sans qu'il ne s'effondre? Comment ventiler un réseau à plusieurs niveaux sans que personne au-dessus ne s'en aperçoive? Les habitants de Neu ont trouvé la solution. Les pièces sont agencées avec une logique étrange. Il y a des espaces de vie assez petits pour être chauffés avec la chaleur corporelle ou un feu, des salles de stockage où la nourriture pouvait être conservée au frais pendant des mois et des halls communautaires qui suggèrent une sorte de société organisée, voire planifiée, sous la surface. Des sections entières étaient réservées aux animaux, en particulier aux chevaux, ce qui indique que quiconque l'utilisait avait l'intention de vivre sous terre non pas pendant des jours, mais pendant des semaines, voire plus. Les plus frappants sont les puits de ventilation. Des dizaines d'entre eux serpentent des profondeurs à la surface, cachés parmi les arbres et la végétation au-dessus. Certains étaient déguisés avec des plantes ou des débris pour éviter d'être détectés par des étrangers. Le flux d'air qu'ils fournissaient permettait aux gens de cuisiner, de respirer et de survivre en secret. La fumée des feux se dispersait sans être détectée, disparaissant dans la canopée de la forêt. Les preuves suggèrent que le site a pu prendre des siècles à être achevé, lentement agrandi pièce par pièce au besoin. Il n'y a aucun signe de travail forcé ou de construction rapide. Il semble s'agir d'un effort communautaire, probablement entretenu et amélioré au fil des générations. Ce n'était pas un fort militaire, pas un château construit par décret, c'était un lieu né de la nécessité, de la coopération et de l'innovation tranquille. L'artisanat n'est pas luxueux, mais il est efficace. Les portes sont arrondies, les plafonds sont renforcés, les murs sont lissés, ne s'effritent pas. Même sans ornement, il y a de la beauté dans la géométrie, dans la répétition, dans la volonté pure qu'il a fallu pour rendre ce lieu réel. Et c'est peut-être pourquoi Neu a perduré. Il n'a pas seulement été sculpté dans la craie, il a été sculpté dans un profond instinct humain, protéger, préserver et se préparer au pire. Bien qu'il n'existe aucun document définitif pour nommer les constructeurs originaux de Neu, des murmures de l'histoire suggèrent un groupe probable de premiers locataires, des moines. Au Moyen Âge, le nord de la France n'était pas étranger à l'invasion, d'abord par les Vikings, puis lors de conflits ultérieurs comme la guerre de Cent Ans. Les communautés monastiques se trouvaient souvent sur les lignes de front de l'instabilité et nombreux ont choisi de creuser des sanctuaires sous leurs chapelles. Neu, avec son emplacement isolé et son espace souterrain tentaculaire, correspond presque parfaitement à ce modèle. Les indices soutenant cette théorie résident dans l'agencement même des lieux. Parmi les centaines de pièces, il y a une chapelle centrale sculptée avec un simple autel et un plafond en arc. Bien que simple, elle dégage une gravité spirituelle. La pièce a clairement été conçue pour un culte collectif, avec de l'espace pour un petit rassemblement et même de faibles gravures le long des murs, peut-être des versets ou des symboles aujourd'hui perdus dans le temps. Ce n'était pas une salle de stockage ou un bunker défensif, c'était un sanctuaire au sens le plus vrai du terme. Les moines ont peut-être commencé le processus de sculpture, mais ils n'ont pas été les seuls à chercher un abri ici. Au fil des siècles et des guerres qui ont balayé la région, les villageois et les paysans locaux se sont réfugiés à Neu. Des familles entières auraient été cachées en dessous pendant les sièges ou les raids ennemis, en particulier lorsque des bandes de mercenaires ou des armées étrangères traversaient la Picardie. Selon la tradition orale locale, la ville souterraine pouvait accueillir jusqu'à 3000 personnes à la fois. C'est pas juste un refuge, c'est un centre de population caché, opérant dans un silence total sous les bottes de l'ennemi. Imagine les couloirs sombres remplis de chuchotements silencieux, l'odeur de fumée,
le doux cliquetis des casseroles et des outils, le cri occasionnel d'un enfant, tout ça se passant sous la surface pendant que le danger planait au-dessus. Et pourtant, malgré la peur qui a probablement amené les gens sous terre, ne offrait plus que la sécurité, elle offrait la dignité. Les gens n'étaient pas entassés dans des grottes comme des animaux, ils avaient des pièces, des passages, de l'espace pour respirer, prier et attendre. Il y avait des règles, une organisation et probablement une hiérarchie. Qui obtenait quelle pièce, qui surveillait les puits, qui rationnait la nourriture? Les réponses sont perdues, mais la conception suggère une structure sociale, pas le chaos. À bien des égards, ne n'était pas juste une cachette, c'était une société parallèle, tranquille, ombragée et totalement autonome, construite non pas par luxe, mais par nécessité. Et ce faisant, elle a maintenu les communautés en vie sans que personne au-dessus ne sache même qu'elles étaient là. Pendant des siècles, la ville souterraine de Neu a tranquillement servi son but, abritant des moines, des villages et peut-être des générations entières contre les guerres et les raids. Et puis, aussi mystérieusement qu'elle avait été sculptée, elle a disparu de la mémoire. Au XVIIIe siècle, peu de gens dans la région environnante savaient même qu'elle existait. L'entrée avait été envahie par la végétation, les histoires s'étaient estompées, la ville d'en bas avalée non pas par la terre, mais par le temps. Comment une ville disparaît-elle? Lentement, petit à petit. Alors que la paix revenait dans le nord de la France, le besoin d'un refuge souterrain a diminué. Les gens sont retournés aux fermes et aux champs. Les familles ont développé des racines plus permanentes au-dessus du sol. Les histoires orales se sont amincies à chaque génération et finalement, personne ne s'est souvenu de dire à l'enfant suivant que sous leurs pieds se trouvait une civilisation entière de craie. Il n'y a aucune trace de son utilisation pendant les guerres napoléoniennes, aucune mention pendant la Révolution française. Le XIXe siècle s'est écoulé avec à peine un murmure des tunnels. C'est devenu un mythe local, une histoire pour enfants, un conte de mise en garde sur les pièces cachées et les moines fantomatiques. Jusqu'à ce qu'un jour, dans les années 1880, la curiosité la ramène à la lumière. Un prêtre catholique nommé l'abbé Ernest d'Anicourt avait un intérêt amateur pour l'archéologie. Il avait entendu les chuchotements. Un jeune berger parlait d'un son creux sous ses pieds. Les habitants pensaient qu'il était fou, mais d'Anicourt a persisté. Il a commencé à déblayer les débris et les broussailles à une étrange dépression dans le terrain. Et ce qu'il a trouvé a choqué même les sceptiques. Là-bas, dans l'obscurité, avec seulement des lanternes et une corde, il a découvert des pièces, des centaines d'entre elles, chacune plus élaborée que la précédente. Il a été la première personne depuis peut-être 150 ans à marcher dans ces halls. Il les a nettoyées, les a cartographiées et a commencé à cataloguer le site. Avec le temps, il l'a ouvert au public comme une curiosité. Les visiteurs sont arrivés pour voir la ville sous la terre, se demandant comment quelque chose d'aussi massif pouvait être caché à la vue de tous. Et pourtant, même d'Anicourt n'a jamais complètement compris ses origines. Les chronologies médiévales étaient spéculatives, le but de certaines pièces restait flou. Pourquoi certains passages étaient-ils scellés? Qui avait sculpté les tunnels les plus profonds et les plus étroits? Plus il découvrait, plus de questions se posaient depuis les murs crayeux. Neu était revenu, mais seulement comme un puzzle, une scène étrangement vide sans acteur, une ville dont on se souvenait non pas à travers des documents, mais à travers le silence, les ombres et des pièces qui avaient patiemment attendu que quelqu'un revienne. Quelques décennies seulement après que l'abbé d'Anicourt ait redécouvert Neu, les champs paisibles de Picardie ont été déchirés par un nouveau genre d'horreur, la Première Guerre mondiale. La guerre de tranchées a transformé le nord de la France en un labyrinthe sanglant de boue, de barbelés et de cratères d'artillerie. Et pendant que la guerre faisait rage au-dessus, quelque chose d'extraordinaire s'est produit en dessous. Neu est redevenu un sanctuaire secret. Des soldats français, britanniques, australiens et même canadiens ont traversé la région dans le cadre de l'offensive de la Somme, l'une des campagnes les plus meurtrières de toute la guerre. Beaucoup d'entre eux se sont retrouvés près du village de Neu, et certains ont été emmenés sous terre, peut-être pour s'abriter, peut-être par curiosité, peut-être pour un bref moment de calme loin du tonnerre au-dessus. Mais ils n'ont pas fait que visiter, ils ont laissé leur marque. Sur les murs de craie tendre de Neu se trouvent plus de 2000 inscriptions soigneusement sculptées par des soldats, des noms, des grades, des régiments, des dates et même des villes natales. C'est devenu une sorte de livre d'or souterrain, une capsule temporelle humaine gravée dans la pierre. Certaines signatures sont élaborées, complètes avec des insignes militaires, d'autres sont incroyablement simples, tome 1916, G. Carter, 14e bataillon. Ce n'était pas du vandalisme, c'était de la mémoire, écrite par des hommes qui savaient qu'ils ne rentreraient peut-être jamais chez eux.
Beaucoup de ces soldats étaient australiens, du corps impérial australien. Leurs graffitis sont parmi les plus nombreux. Les historiens pensent que les soldats étaient amenés à Neu pour de brèves périodes de repos ou dans le cadre d'une reconnaissance locale. Le site leur a peut-être rappelé leur foyer, les systèmes de grottes comme les grottes de Génolan en Nouvelle-Galles du Sud. Ou peut-être que c'était juste la pure merveille de sortir de l'enfer des tranchées pour entrer dans une ville antique de pierre. Certains ont gravé des dates quelques jours seulement avant le début de la bataille de la Somme en juillet 1916. Beaucoup de ces noms ne sont jamais revenus en Australie, en Angleterre ou au Canada. Mais leur écriture, oui. Leur présence persiste encore dans les couloirs sombres. Non pas des fantômes, mais des échos. Ces dernières années, des chercheurs ont utilisé ces inscriptions pour retracer des histoires familiales et même reconnecter des descendants à des soldats perdus pendant la guerre. Maintenant, ce qui était autrefois un refuge oublié est devenu un mémorial vivant, non pas à travers des monuments ou des défilés, mais à travers une écriture griffonnée dans la pierre par des hommes face à l'abîme. Ici, au milieu du silence, leurs mots chuchotent encore, « J'étais ici, j'ai compté, ne m'oubliez pas ». Ce qui rend aussi obsédant, c'est pas seulement son immensité ou son mystère, ce sont les graffitis. Des milliers d'inscriptions gravées dans les murs de craie, pas par des moines médiévaux ou des réfugiés, mais par des soldats de la Première Guerre mondiale. De jeunes hommes piégés dans une guerre qui avait effacé tout sens de la normalité. C'étaient pas des griffonnages aléatoires ou des gribouillis insensés, ils étaient délibérés, prudents et intensément humains. Un nom gravé dans la pierre devient une voix refusant de disparaître. Plus de 2000 de ces inscriptions ont été cataloguées jusqu'à présent, la plupart portant des noms, des grades, des numéros de bataillon et des dates. Certaines sont précises, Pinch Kelly, 3e bataillon, AIF, mars 1916, d'autres sont plus énigmatiques, juste des initiales, une année, peut-être un seul mot comme maison ou paix. Les murs de craie sont devenus une toile pour la mémoire, chaque lettre griffonnée avec la même discipline qu'ils appliquaient à leurs fusils. De nombreux soldats ont gravé leur nom en grappe, des regroupements d'hommes du même bataillon, souvent côte à côte. Dans une section des tunnels, des soldats australiens des 1ère et 2e divisions ont sculpté des murs entiers, les transformant en mémoriaux régimentaires non officiels. Il s'agissait pas de l'ego, il s'agissait de se souvenir dans le chaos de la guerre. Il y avait quelque chose de rassurant à laisser derrière soi une marque, un acte de défi tranquille contre l'oubli de la mort. Certains sont allés plus loin, ils ont gravé leur ville natale, Sydney, Perth, Manchester, ils ont griffonné des croix, des kangourous ou des insignes militaires sur les murs. Quelques-uns ont même gravé de courts messages. « Au revoir la France », a écrit un soldat. Un autre a simplement gravé, « Toujours en vie ». Et puis il y a les dates, beaucoup en 1916, quelques semaines ou même quelques jours avant la bataille de la Somme, où des dizaines de milliers de personnes seraient tuées en quelques heures. La proximité étrange de ces paisibles gravures avec le massacre au-dessus fait que Neu a l'impression d'être un moment de temps suspendu, un souffle avant la tempête. Aujourd'hui, ces inscriptions sont devenues le centre d'attention des historiens militaires et des généalogistes. Des noms autrefois perdus pour l'histoire sont reconnectés à des familles. Certains descendants parcourent maintenant les mêmes tunnels, traçant les mêmes lettres avec leurs doigts, sachant que leur grand-père ou grand-oncle s'est tenu ici, a ri ici, peut-être pleuré ici, avant de remonter dans le bruit de la guerre. Neu n'est plus seulement un site archéologique, c'est un document vivant, gravé non pas sur du papier, mais dans la pierre, un lieu où les voix du passé persistent, refusant d'être oubliées. Après la Grande Guerre, Neu s'est à nouveau tu. Les soldats étaient partis, beaucoup d'entre eux pour toujours, et la ville souterraine est retournée à son obscurité crayeuse et tranquille. Les noms qu'ils avaient gravés se sont estompés sous des couches de poussière, de suie et d'humidité. Les tunnels autrefois actifs sont redevenus une curiosité, visités occasionnellement, mais surtout oubliés par l'histoire. Il semble que la paix aussi est une façon d'enterrer les choses. Dans les décennies qui ont suivi, le complexe souterrain a connu une attention sporadique. Il a été rouvert au public pendant l'entre-deux-guerres et à nouveau après la Seconde Guerre mondiale. Les brochures touristiques dans les années 1950 et 60 ont présenté Neu comme une bizarrerie médiévale pittoresque, la cite souterraine, mais peu ont vraiment compris ce qu'ils traversaient. La plupart des visiteurs ont déambulé dans les couloirs sombres sans se rendre compte qu'ils effleuraient les noms de milliers de soldats gravés silencieusement dans les murs derrière eux. Pire encore, le site a commencé à souffrir de négligence et de dommages occasionnels. Les installations d'éclairage ont brûlé, les délicats graffitis à la craie et des marques modernes ont été ajoutées, parfois juste à côté d'inscriptions vieilles d'un siècle. La poussière, la moisissure et les vibrations du tourisme ont lentement érodé des parties de la structure.
Et pendant tout ce temps, la véritable signification historique de ce qui s'y trouvait est restée enfouie sous des interprétations de boutiques de souvenirs et une narration superficielle. Les inscriptions étaient là, cachées à la vue de tous, mais personne ne regardait vraiment. Ce n'est qu'en 2014, près d'un siècle après la Première Guerre mondiale, que Neu a retrouvé sa voie. Une équipe dirigée par Gilles Prilot, un archéologue français, a découvert l'étendue des graffitis des soldats lors d'une étude de routine du site. Ce qu'il a trouvé n'était pas juste quelques noms épars, c'était une vaste archive de guerre non documentée, sculptée à la main. Il a réalisé que Neu n'était pas juste un refuge médiéval ou un arrêt touristique, c'était une capsule temporelle, une annexe spirituelle de la guerre elle-même. Cette découverte a ravivé l'intérêt pour Neu. Les efforts de conservation ont commencé, des scans numériques ont été effectués et les graffitis ont été catalogués pour la recherche historique. Des familles venant d'aussi loin que l'Australie et le Canada sont venues voir les signatures d'ancêtres qui ne sont jamais revenus. Pourtant, le silence de ces décennies perdues persiste. Pendant près de 100 ans, les messages les plus poignants de Neu ont été cachés non pas par le secret, mais par la négligence. Et peut-être que la plus grande tragédie n'est pas que les soldats aient gravé leur nom dans la pierre, mais qu'on ait oublié de les chercher. La redécouverte en 2014 des graffitis de guerre de Neu a tout changé. Ce qui avait été commercialisé comme une attraction souterraine originale a soudainement été reconnu pour ce qu'il était vraiment, un registre sacré des vies interrompues, gravé dans la terre par des hommes se préparant à mourir. Du jour au lendemain, Neu a été transformé d'un arrêt touristique à un site d'importance historique internationale. À la tête de cette redécouverte se trouvait l'archéologue Gilles Prilot, dont le travail a commencé comme une simple étude de préservation. Mais alors que lui et son équipe s'aventuraient plus profondément dans les tunnels, ils ont réalisé qu'ils ne faisaient pas que cataloguer une architecture médiévale, ils se tenaient dans une archive de la Première Guerre mondiale, inscrite non pas sur du papier, mais dans les murs eux-mêmes. L'équipe a trouvé plus de 2000 noms, dont beaucoup provenaient du corps impérial australien, méticuleusement gravés dans la craie entre 1916 et 1917. Prilot a décrit ça comme la plus grande concentration souterraine d'inscriptions de la Première Guerre mondiale jamais trouvée. Il s'agissait pas seulement de quelques soldats de passage, mais d'un flux constant d'hommes se réfugiant contre la guerre au-dessus et laissant derrière eux leurs dernières pensées dans la pierre. La découverte a suscité une réponse internationale. Les chercheurs ont commencé à croiser les noms avec les registres militaires, identifiant les individus, les unités et les destins. Des familles en Australie, au Royaume-Uni et au Canada ont été contactées. Certaines ont appris pour la première fois que leur grand-père ou grand-oncle était passé par Neu. D'autres ont découvert que les noms sur les médailles et les télégrammes étaient gravés dans la craie à l'autre bout du monde. Pendant ce temps, les efforts pour restaurer et préserver le site se sont accélérés. Des sections de la ville souterraine ont été scannées à l'aide de l'imagerie 3D, l'éclairage a été amélioré pour protéger les murs de craie et les présentations interprétatives ont été mises à jour pour refléter la nouvelle signification du site. Des parties des inscriptions ont été isolées des visiteurs pour éviter une érosion supplémentaire. Ce qui a émergé n'était pas juste une histoire d'archéologie, mais une histoire de reconnexion. Les gens venaient à Neu non pas pour s'émerveiller devant les murs de pierre, mais pour toucher l'histoire, pour tracer un nom gravé du bout des doigts et ressentir, ne serait-ce qu'un instant, le battement de cœur d'un soldat mort depuis longtemps. Il s'agissait pas seulement d'honorer les morts, il s'agissait d'écouter ce qu'ils ont laissé derrière eux. Grâce à ces efforts, Neu n'était plus une note de bas de page oubliée, elle est devenue ce qu'elle a toujours été, un message dans l'obscurité, attendant patiemment que le monde s'en souvienne. Aujourd'hui, la ville souterraine de Neu est plus qu'une merveille de l'ingénierie médiévale ou une relique de la mémoire de la guerre. C'est un symbole de résilience, de créativité humaine et de l'étrange intimité entre la survie et le silence. Elle se dresse non pas comme un monument à un seul moment, mais comme un palimpseste stratifié de l'histoire humaine, chaque couloir faisant écho aux peurs, aux espoirs et aux choix d'une époque différente. Ce qui a commencé comme une possible cachette monastique a évolué en un refuge souterrain à part entière, puis en une curiosité oubliée et enfin en un mémorial de guerre accidentelle sculpté par ses propres témoins. De cette façon, Neu défie la classification. Ce n'est pas seulement un site historique, c'est un espace psychologique, un lieu qui a abrité la prière, la peur, la routine et le repos à travers les siècles. Les murs de craie froide ont absorbé le souffle des moines, des villageois et des soldats, chacun a laissé quelque chose derrière. À l'époque moderne, Neu est devenu un lieu de réflexion, en particulier pour les descendants des soldats de la Première Guerre mondiale qui y ont inscrit leur nom. Visiter les tunnels aujourd'hui, c'est pas comme entrer sur un champ de bataille ou dans un musée, c'est comme entrer dans une mémoire partagée, une mémoire qui était autrefois enfouie et qui respire maintenant à nouveau.
Tu marches non pas seulement à travers la pierre, mais à travers un témoignage. C'est également devenu un site de collaboration entre les nations. Des historiens français et australiens travaillent maintenant ensemble pour faire correspondre les inscriptions avec les registres militaires. Des écoliers sont amenés dans les tunnels pour apprendre l'histoire de la manière la plus viscérale possible, en voyant ce que quelqu'un d'autre a sculpté de ses propres mains à une époque où il n'était pas sûr de survivre à la semaine. Peut-être que le plus puissant, c'est ce que nous enseigne sur l'héritage. Elle a été construite non pas avec la gloire à l'esprit, mais par nécessité. Et pourtant, elle a perduré. Et au fil du temps, sa tranquille persistance est devenue sa force. Elle nous rappelle que l'histoire n'est pas seulement racontée dans des discours et des statues, elle est chuchotée dans la craie, cachée dans les coins sombres, attendant patiemment que quelqu'un s'en souvienne. Ne n'est pas bruyante, elle ne crie pas, mais elle perdure. Et ce faisant, elle parle de l'instinct humain durable, graver un sens dans les lieux qu'on craint le plus et laisser derrière soi une marque qui dit simplement « on était là ». On a compté.